Dirigeants de grandes entreprises, sportifs, artistes, scientifiques ou politiques, qui sont les 100 personnalités africaines incontournables en cette année hors norme. Monsieur Fortune vous livre le classement. Qui sont les Africains les plus influents? Selon quels critères les choisir? Comment sélectionner les non susceptibles d'apparaître au palmarès? Et plus difficile encore, comment établir une hiérarchie entre des personnalités qui, au-delà de leur notoriété, n'ont souvent pas grand-chose en commun. Le classement 2021 illustre à la fois cette diversité et la complexité de la méthode. On y trouve d'anciens ministres occupant des postes clés à la tête de grandes institutions internationales, des milliardaires connus pour leur proximité avec les décideurs politiques ou pour leur engagement à la tête de fondations caritatives, des chanteurs au succès planétaire et des responsables de la lutte contre le coronavirus. Comment mesurer l'influence? Chacun est influent à sa façon. Parfois par son charisme, qui lui donne un pouvoir sur l'opinion publique, parfois par la puissance des entreprises qu'il dirige ou par sa position à la tête d'une organisation au rayonnement mondial. Certaines personnes, d'ailleurs, pourront s'étonner de ne pas trouver de chef d'État ou de gouvernement parmi ces 100 influents. C'est une volonté délibérée. Les monarques ou les présidents étant influents par définition, nous avons préféré mettre en avant des profils moins attendus. Pour établir une hiérarchie, nous avons, cette année encore, identifié 3 grandes catégories de critères. L'influence proprement dite, d'abord, c'est-à-dire la capacité à peser sur des décisions politiques ou économiques, à modeler l'opinion publique. La notoriété, ensuite, que nous mesurons par l'exposition médiatique et la popularité sur les réseaux sociaux. La trajectoire, enfin, à savoir la dynamique du parcours de chacun, ce dernier critère expliquant que le classement 2021 diffère très sensiblement de celui de 2020. 2021, une année vraiment étrange. À toutes ces considérations méthodologiques vient s'ajouter un facteur très particulier, l'étrangeté absolue de cette année 2021. Aucun doute, on joue ici en première division. Des patrons, oui, mais les plus riches, les plus puissants. Des chanteurs, mais de ceux qui collectionnent les disques de platine et les millions de vues sur YouTube. Des footballeurs évoluant dans les plus grands clubs du monde, des dirigeants de grandes institutions internationales, tout en haut du classement. Isabel dos Santos, Angola. Ébranlée depuis l'arrivée au pouvoir en 2017 du nouvel homme fort de l'Angola, João Lourenço, la fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos a encaissé 2 coups durs à quelques semaines d'intervalle. Après le gel préventif de ses avoirs en Angola, puis au Portugal, décrété à la fin de 2019, Isabel dos Santos, visée par des enquêtes pour détournement de fonds publics, a été mondialement exposée au début de 2020 par les Luanda Leaks, qui ont révélé l'opacité de son empire financier. Depuis, la princesse, dont la fortune est estimée à 1,7 milliard de dollars, rend coup pour coup, tweet critiquant l'administration Lourenço, mobilisation de grands cabinets d'avocats pour récupérer ses actifs, recours à l'agence de communication offensive PowerScour pour dénoncer une justice angolaise aux ordres du pouvoir politique. Et rien ne détournera Isabel dos Santos de sa croisade pour défendre son nom et son statut. Iman Ayissi, Cameroun. C'est après une carrière de danseur au sein du Ballet national du Cameroun qu'Iman Ayissi, 53 ans, s'investit dans la mode. D'abord styliste pour le plus grand atelier de fabrication du pays, il s'installe à Paris au début des années 1990 et entame une carrière de mannequin pour Lanvin, Dior ou encore Valentino. C'est à cette époque qu'il se recentre sur le stylisme, s'inspirant des cultures du continent pour concevoir ses collections. En janvier, il est devenu le premier styliste subsaharien à présenter ses créations à Paris lors de la semaine de la haute couture. Alaa Salah, Soudan. Le 8 avril 2019, la photo de celle que l'on surnomme la « femme en blanc » faisait le tour du monde. Debout sur une voiture au milieu d'une centaine de personnes, Alaa Salah laissait entendre sa voix au cœur de la révolution soudanaise. Celle qui avait interrompu ses études d'architecture pour rejoindre le soulèvement populaire est devenue l'icône de toute une nation. Et pour cause, 3 jours après la diffusion du célèbre cliché, Omar el-Béchir est renversé par un coup d'état militaire, après avoir dirigé le pays pendant 30 ans et y avoir instauré une politique islamique de prédation. Le pays bascule alors dans une période transitoire de 3 ans pour tourner la page des dérives du précédent régime. Aujourd'hui, l'étudiante de 23 ans multiplie les déplacements à travers le monde et accorde des interviews à de nombreux médias pour tenter de faire sortir le Soudan de l'ombre. Lady Sonia, Congo.
Avec plus de 1 million de fans sur les réseaux sociaux, Sonia Mabiala, alias Lady Sonia, est la nouvelle star du coaching de vie. À 46 ans, cette Congolaise prodigue ses conseils sur les réseaux sociaux. À travers des conférences aux 4 coins du monde ou via des cours en ligne, la femme d'affaires enseigne comment trouver ou réveiller l'amour, ou encore les secrets de l'épanouissement. La Boss Lady compte désormais parmi ses sponsors des banques, des sociétés privées, des ONG, mais aussi des donateurs particuliers. El Anatsui, Ghana. Prolongée jusqu'au 1er novembre 2020 au Kunstmuseum de Berne, en Suisse, l'exposition Triumph en Scale présente les œuvres phares de l'artiste ghanéen, superstar discrète qui vit et travaille à Nsukka, au Nigeria. Connu pour ses immenses draperies de métal constituées de bouchons pliés et reliés entre eux par des fils de cuivre, El Anatsui est aujourd'hui l'un des artistes africains les plus cotés sur le marché de l'art. Son œuvre Recycled Dream, Uniting the World with a Stitch, a ainsi été vendue 1,5 million de dollars chez Christie's en 2018. Le sculpteur de 77 ans fait par ailleurs de nombreux émules parmi les artistes africains et représente une source d'inspiration pour la jeune génération. Depuis le 15 juillet et jusqu'au 8 août, la galerie londonienne Octoba Gallery présente une série de ses sculptures, mais aussi une sélection d'impressions réalisées avec l'atelier Factum Arte de Madrid. Bassem Loukil, Tunisie. Après l'Afrique, le monde. Le directeur général du groupe Loukil, automobile, agro-industrie, BTP, TIC, immobilier, etc., a lancé à la fin de juin le Tunisia Business Council Worldwide, ce qui l'a amené à quitter la présidence du Tunisia Africa Business Council qu'il occupait jusque-là. Sa mission est de faire rayonner l'entrepreneuriat tunisien dans le monde. Ces 5 dernières années, Bassem Loukil aura organisé une quinzaine d'événements continentaux pour tenter de convaincre les décideurs tunisiens que le pays a un rôle à jouer en Afrique. Si l'histoire s'est provisoirement terminée en queue de poisson en mars avec le refus de l'Assemblée tunisienne de ratifier le traité de zone de libre-échange continentale africaine, ce dirigeant de 56 ans continue d'investir sur le continent par l'intermédiaire des 35 filiales de son groupe. Il n'est pas non plus étranger à l'accélération de l'implantation, ces 3 dernières années, d'entreprises tunisiennes en Côte d'Ivoire de 13 à 57 et au Sénégal de 3 à 15. Avec la TBCWW, Bassem Loukil élargit encore son horizon et retrouvera une proximité avec les États-Unis, lui qui a dirigé la Tunisian American Chamber of Commerce, 1991 à 1995, après avoir obtenu un doctorat en management industriel à la Georgia State University. Mehdi Kotbi, Maroc. Étrangement, l'affiche qui le concerne n'évoque quasiment que son travail d'artiste. Mohamed Kotbi, né en 1951 à Rabat, est un peintre franco-marocain. Pourtant, ce petit homme dynamique et pressé est en quelque sorte le ministre de la culture de son pays. Président de la Fondation des musées du Royaume du Maroc depuis 2011, Mehdi Kotbi a l'oreille des puissants, et en particulier celle du roi, Mohamed VI. Il est de tous les événements culturels ou presque, grandes expositions et autres biennales. À l'instar de celle de Rabat, lancée en 2019 et pour laquelle le commissaire franco-algérien, Abdelkader Damani a eu l'audace de ne sélectionner que des femmes. Homme de réseaux hyperactifs, communicant habile et véritable amoureux des arts, Mehdi Kotbi est indubitablement l'un des acteurs majeurs de la politique extérieure du Maroc, en particulier vis-à-vis du continent africain. Il en promeut une séduisante image d'ouverture et de modernité. Achille Mbembe, Cameroun. Professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université du Witwatersrand, à Johannesburg, régulièrement invité à enseigner à Duke et à Harvard, aux États-Unis, ce spécialiste de la lutte pour l'indépendance camerounaise est un observateur aguerri de l'évolution de notre monde. Depuis la parution de son ouvrage de la post-colonie, en 2000, l'auteur de Sortir de la Grande Nuit, 2010, et de Critique de la raison nègre, 2013, décrypte les mutations africaines, et les confronte aux évolutions des sociétés postcoloniales européennes, les unes étant liées aux autres et inversement. Dans Brutalisme, son dernier essai, publié en février, il dénonce les effets d'une idéologie dominante, liée aux nouvelles technologies et une violence généralisée envers les populations. Djamel Belmadi, Algérie. Depuis qu'il a conduit l'équipe nationale de football à son 2e sacre continental, en juillet 2019, après 29 années de disette, Djamel Belmadi, 45 ans, est devenu quasiment intouchable en Algérie. La nouvelle idole des supporters de la sélection semble décidée à s'inscrire dans la durée, avec devant lui 2 grands défis, la défense du titre acquis au Caire, lors de la CAN 2022 au Cameroun et une qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Un pays qu'il connaît bien pour y avoir joué puis entraîné, et où il réside plusieurs mois par an. Malgré des offres faramineuses émanant de clubs du Golfe Persique, et l'intérêt supposé de quelques formations de l'élite française, le discret Jamel Belmadi, qui a toutefois publiquement soutenu le Irak, n'a jamais laissé entendre qu'il pourrait quitter l'Algérie avant la fin de son contrat, en 2022. Mohamed El-Kettani, Maroc. En presque 13 ans, Mohamed El-Kettani a réussi à hisser la filiale bancaire du holding Almada parmi les plus importantes banques du continent. Devenu un acteur de premier plan au service de la bancarisation en Afrique grâce à son large réseau de presque 5000 agences réparties dans 15 pays, Attijari Wafa Bank gère actuellement 10 millions de clients. Après avoir conquis l'Afrique de l'Ouest, le groupe marocain espère connaître autant de réussite dans l'Est du continent, où il devrait se déployer à moyen terme. Depuis le début de cette année, et après avoir perdu son fidèle bras droit, Boubacar Jai, parti à la retraite, Mohamed El-Kettani a opéré une réorganisation des instances dirigeantes autour de lui pour préparer la nouvelle ère de la banque. Kamel Daoud, Algérie. Lorsque cet auteur de renommée internationale ne fait pas l'actualité avec ses livres ou ses essais, les chroniques qu'il publie en Algérie dans le quotidien d'Oran, dans le magazine français Le Point ou dans le prestigieux New York Times, sont lues et commentées par des dizaines de milliers de personnes. Qu'il s'exprime dans les médias et sur les réseaux sociaux ou qu'il garde le silence, Kamel Daoud ne laisse jamais indifférent. Natif de Mostaganem, dans l'ouest de l'Algérie, il a connu la consécration en 2015 lorsque son roman Meursault, Contre-enquête, paru chez Actes Sud, ainsi qu'aux éditions Barzac en Algérie, a obtenu le prix Goncourt du premier roman. Confiné dans la ville d'Oran pour cause d'épidémie de Covid-19, Kamel Daoud s'attelle à l'écriture d'un roman et d'un essai dont la parution devrait intervenir dans le courant de l'année prochaine. William Kentridge, Afrique du Sud. Âgé de 66 ans, l'artiste sud-africain William Kentridge est le créateur d'une œuvre monumentale et protéiforme. Ses installations, exposées partout dans le monde, font intervenir à peu près tous les arts, dessin, danse, musique, cinéma, sculpture, performance, théâtre et beaucoup d'autres. Universel, son travail s'enracine dans la réalité de son pays, où il est très impliqué auprès des jeunes artistes. Le racisme et l'apartheid, l'exploitation de l'homme par l'homme, la colonisation, la politique et la violence innervent une démarche qui reste pourtant empreinte d'humour et de poésie. Fils de l'avocat Sidney Kentridge, qui défendit Nelson Mandela lors du fameux procès de la trahison, dans les années 1960, William Kentridge continue de travailler dans ses ateliers de Johannesburg. Il bénéficie cette année, pour la première fois en France, d'une remarquable rétrospective aux Lames de Lille, prolongée jusqu'au 13 décembre 2020. Rob Shuter, Afrique du Sud. En mars, Rob Shuter pensait pouvoir attaquer sereinement sa dernière année en tant que patron du groupe sud-africain MTN. Grâce à son arrivée, en 2017, en provenance de Vodafone, le premier opérateur mobile du continent en nombre de clients avait mis un terme à son différend avec les autorités du Nigeria en payant une amende record de 1,5 milliard de dollars, mais aussi amélioré sa rentabilité et annoncé son recentrage sur ses activités essentielles. Une restructuration aux accents financiers qui n'a pas surpris de la part de celui qui, après avoir commencé sa carrière dans l'audit au sein de Deloitte, a ensuite occupé des postes de premier plan chez Standard Bank et Nedbank. Mais il était écrit que le passage de Rob Shuter au sein de MTN, dirigeant aussi discret qu'efficace, serait marqué par des événements exceptionnels. À la suite de la crise du coronavirus, ce fan de randonnée a pris la décision de réduire de 20% les investissements de son groupe cette année. Il préserve ainsi sa capacité à investir en Éthiopie s'il parvient à y décrocher une licence. Un dossier dont il n'est pas sûr de voir le dénouement avant la date de son départ, prévue en mars. Tiken Jah Fakoly, Côte d'Ivoire. Il n'est plus monté sur scène depuis plusieurs semaines à cause du coronavirus. Sa voix, pourtant, Tiken Jah Fakoly continue de la faire entendre. Du haut de ses 53 ans, le reggaeman ivoirien est toujours un leader écouté et suivi par la jeunesse africaine francophone. À la mi-mai, il diffusait un nouveau clip pour sensibiliser les populations aux gestes barrières contre le Covid-19. Mais c'est surtout sur le terrain politique que Tiken Jah Fakoly continue de distiller ses messages, comme il le fait depuis plus de 20 ans. À la fin de 2019, son duo Troisième Dose à Moulin-Fait, avec le rappeur sénégalais Didier Awadi devenait l'un des hymnes du mouvement de contestation populaire contre le troisième mandat du président Alpha Condé, en Guinée. Plus récemment, celui qui avait été contraint de fuir la Côte d'Ivoire en 2003 et de s'installer en exil à Bamako s'est prononcé sur l'élection présidentielle incertaine d'octobre dans son pays.
Dans une vidéo publiée le 24 juin sur sa page Facebook, suivie par près de 2 millions de personnes, il appelait ses compatriotes à barrer la route à Alassane Ouattara, à Laurent Gbagbo et à Henri Konan Bédié, estimant que leur temps était passé et qu'ils devaient maintenant transmettre le témoin à une nouvelle génération. David Adjaye, Ghana Royaume-Uni. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a coïncidé avec le premier anniversaire du retour de David Adjaye à Accra, au Ghana. Le starchitecte, de 53 ans, a mis à profit cette situation pour se replonger dans l'histoire du pays dont il est originaire. En 2019, celui qui regrettait que le Royaume-Uni ne dispose d'aucun musée consacré à la culture africaine, a fait sensation à la Biennale de Venise, en concevant le pavillon du Ghana pour accueillir les œuvres des pointures de l'art contemporain que sont ses compatriotes Ibrahim Mahama, El Anatsui et John Akonfra. Sir David Adjaye, qui a installé ses bureaux à Londres, à New York et à Berlin, rencontre le succès aux 4 coins du globe. En janvier 2020, il signait à Los Angeles l'architecture de l'enseigne The Webster, tout en courbe de béton rose. Jérôme Munyangi, RD Congo. Ce médecin de 36 ans, spécialiste de l'artémisia, s'est réfugié en France en mars 2019, déclarant faire l'objet de pression en RD Congo. À Paris, il continue de vanter les bienfaits de la plante médicinale pour soulager les malades du paludisme. Sitôt connus les premiers cas de coronavirus, il fait partie des chercheurs suggérant de tester la plante contre la maladie, adressant courrier et notes détaillées à l'Organisation mondiale de la santé, à l'Union africaine et à l'ensemble des pays du continent. Ce qui lui vaut finalement d'être rappelé au pays par le président Félix Tshisekedi. De retour à Kinshasa, il intègre la task force présidentielle chargée de lutter contre la pandémie, et sa notoriété devient vite internationale. Il dirige depuis le mois de juin le tout premier essai clinique randomisé dans le but de démontrer que le principe actif de l'artémisia peut être bénéfique face au Covid-19. Touria El Glaoui, Maroc. La dernière édition physique de la foire d'art contemporain africain s'est tenue à Marrakech, à la fin du mois de février 2020. Quelques jours plus tard, de nombreux pays optaient pour le confinement de leur population. Mais il faudrait plus qu'une crise sanitaire mondiale pour que Touria El Glaoui, créatrice de l'événement en 2013 et fille du peintre Hassan El Glaoui, renonce à ses projets. En raison du coronavirus, la foire prévue à New York en mai a eu lieu en ligne. Et, depuis quelques semaines, il propose chaque mercredi un webinaire consacré à des thématiques liées à l'art contemporain. Pour l'heure, sauf dégradation des conditions sanitaires, la foire, qui attire chaque année 18 000 visiteurs, devrait bien se tenir comme prévu au début d'octobre à Somerset House à Londres. Un rendez-vous attendu par le milieu de l'art contemporain africain et auquel Touria El Glaoui sait offrir sa chaleur, son enthousiasme et son professionnalisme. Moustapha Sanalla, Libye. Le président de la compagnie nationale pétrolière libyenne est quasiment le seul élément de stabilité du pays. Nommé en mai 2014, au moment même où le pays se scindait en deux politiquement et militairement, l'ingénieur en chimie de 59 ans a survécu à toutes les crises, tapant du poing sur la table quand il le jugeait nécessaire. Dernière sortie en date, sa colère, à la fin de juin, contre la présence de mercenaires russes dans le sud, empêchant la reprise normale de la production du champ de Charara, le plus important du pays. Moustapha Sanalla se sait indispensable depuis qu'il a réussi à maintenir l'unité de la NOC quand celle-ci était convoitée par les autorités de l'Est et de l'Ouest. Épaulé par la Banque centrale, l'homme à la barbe poivre et sel a maintenu la distribution de la manne pétrolière sur tout le territoire, y gagnant la protection des États-Unis. Né à Benghazi, mais originaire d'une famille de Misrata, Moustapha Sanalla a ses entrées partout en Libye. Mahamadou Bonkoungou, Burkina Faso. Le discret homme d'affaires burkinabé a réussi, en une trentaine d'années, à conférer une stature internationale à son groupe, entreprise Bonkoungou Mahamadou et Fils, qui emploie plus de 3000 personnes dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Mahamadou Bonkoungou, Burkina Faso. Le discret homme d'affaires burkinabé a réussi, en une trentaine d'années, à conférer une stature internationale à son groupe, entreprise Bonkoungou Mahamadou et Fils, qui emploie plus de 3000 personnes dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest. En plus de son pays d'origine, où il a notamment eu la charge des chantiers de viabilisation du projet Zaka, une zone immobilière et de la route Koudougou de Dougou, ce champion du BTP parvient à décrocher des marchés dans plusieurs pays voisins. En juin, Ebomaf a ainsi signé avec le gouvernement togolais 2 contrats pour la réalisation d'infrastructures routières et de drainage des eaux dans le sud du pays. La réussite du groupe a permis à son fondateur de tisser des liens étroits avec plusieurs chefs d'État de la région. En plus des travaux publics,
l'homme d'affaires est actif dans l'immobilier, l'hôtellerie, le secteur bancaire et le transport aérien à travers sa compagnie de jet privé Lisa Transport International. Aziz Mebarek, Tunisie. Pionnier du capital investissement avec Afrique Invest, créé en 1994, le diplômé de l'école des ponts Paristech surgit toujours là où on ne l'attend pas. En partenariat avec la société de gestion KT Capital, Aziz Mebarek, 57 ans, a lancé en 2019 un fonds de 150 millions d'euros à destination des jeunes pousses africaines. Jusqu'ici, les actifs gérés par Afrique Invest, 1,3 milliard d'euros, étaient investis dans les secteurs traditionnels de la construction et du commerce. Avec ce nouveau véhicule, l'entreprise s'aventure pour la première fois dans l'économie numérique. Mais, pour le Tunisien, c'est autant un pari financier qu'un choix philosophique, celui de proposer un fonds panafricain pour les entrepreneurs continentaux. L'ancien dirigeant du sidérurgiste Tunis Acier a su s'adapter à la nouvelle économie tout en cultivant la même discrétion. Il s'échine maintenant à identifier les nouvelles opportunités à saisir dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Rebecca Enonchang, Cameroun. C'est en tant qu'entrepreneur que Rebecca Enonchang, 54 ans, s'est fait un nom dans l'écosystème mondial des nouvelles technologies. Mais l'aura de la fondatrice d'Abstec, fournisseur de logiciels de gestion, a depuis dépassé les frontières de la tech. Au Cameroun, cette originaire du nord-ouest anglophone est aussi l'une des voix du combat contre les injustices sociales. En 2017, elle a porté à bout de bras la mobilisation Brinbacor Internet, après que le gouvernement eut coupé l'accès à Internet dans les régions anglophones en proie à une importante crise sociopolitique. Depuis lors, Rebecca Enonchang n'hésite pas à se servir de son audience grandissante, plus de 105 000 abonnés sur Twitter, pour dénoncer les injustices dans son pays. ActiveSpace, l'incubateur de start-up qu'elle a lancé au Cameroun, continue d'étendre son réseau. En juillet, la jeune entreprise a ouvert une nouvelle branche dans l'ouest du pays. Enoch Adebois, Nigeria. Ancien mathématicien devenu homme de Dieu, Enoch Adebois accueille des foules de fidèles venus du monde entier dans sa célèbre Redeemed Christian Church of God de Lagos, qui recense près de 2000 paroisses dans tout le Nigeria et possède aussi des milliers de maisons, des routes, des banques et des supermarchés. Né en 1942 au sein d'une famille très pauvre, le pasteur le plus célèbre du Nigeria aspire à révolutionner le concept même d'église en créant différentes structures religieuses, et ce à l'échelle internationale. La RCCG compte déjà plusieurs églises sur le continent, notamment en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud ou encore au Ghana. En Europe, c'est en France, au Royaume-Uni et en Allemagne qu'elle s'est installée, après son succès aux États-Unis et dans les Caraïbes. À l'aide de son épouse, Folu, il dirige également la Redeemer High School, créée en 1998, qui accueille des centaines de fils de pasteurs et de missionnaires dont l'admission s'appuie sur le mérite. En début d'année, le pasteur avait confié avoir reçu un message céleste lui informant qu'il y aurait des vacances obligatoires dans le monde entier à travers une peste pour prouver que Dieu est le Tout-Puissant. Le Covid-19 serait-il cette peste? Vanessa Nakat, Ouganda. Activiste et organisée, c'est ainsi que Vanessa Nakat, ougandaise de 24 ans, se présente sur son compte Twitter. La jeune femme diplômée en marketing se consacre quasi exclusivement à la cause environnementale. C'est, paradoxalement, en étant invisibilisée, qu'elle a gagné en notoriété. En 2019, lors du forum de Davos, en Suisse, elle donne une conférence sur l'urgence climatique aux côtés de jeunes activistes, parmi lesquels la célèbre Suédoise Greta Thunberg. Sur une image publiée par l'agence Associated Press, elle est exclue du cadre, seuls les jeunes militants occidentaux sont visibles. Nakat s'indigne, Thunberg la soutient. Les médias ougandais et internationaux, Al Jazeera, The Guardian, lui tendent le micro. Son engagement remonte à 2018. J'avais des lectures théoriques d'un côté. De l'autre, je découvrais les retombées du réchauffement climatique sur les populations de mon pays, explique-t-elle à Jeune Afrique. Durant le printemps 2019, elle se rend régulièrement seule sur la Jinja Road, à proximité du Parlement, à Kampala, pancarte écolo en main. Investie dans différents projets, comme l'installation de panneaux solaires dans des écoles rurales, elle fonde le Rise Up Movement, qui rassemble de jeunes militants dans une dizaine de pays du continent. Le mouvement mène 2 campagnes pour défendre le parc national de Nairobi, au Kenya, et la forêt du bassin du Congo, menacée par l'exploitation forestière et minière. Le ton calme et posé de Nakat porte un discours tranché. On peut se poser la question de savoir si le capitalisme et l'écologie sont compatibles. Nous,
Habitants du Sud, nous le savons, les investissements du Nord sont souvent synonymes d'augmentation d'émissions de CO2, nous dit-elle. Plus que les jeunes militants européens, NACAT relie la protection de l'environnement aux droits économiques et au respect des populations indigènes. En RD Congo notamment, les premières victimes de la déforestation sont les habitants des forêts, insiste-t-elle. Droits des femmes et défense de l'environnement vont aussi de pair pour elle. Les changements climatiques affectent les plus fragiles, parmi lesquels les femmes, dont les travaux aux champs sont compliqués par les sécheresses, par exemple. NACAT conclut par son mantra « Mon ambition, c'est d'affirmer que l'Afrique a une voix, qu'elle peut raconter sa propre histoire climatique. » James Mwangi, Kenya. En 2012, James Mwangi est entré dans l'histoire en devenant le premier Africain désigné entrepreneur de l'année par Ernst & Young. C'est lui qui a sorti Equity Bank de la faillite, à son arrivée, en 1993, pour en faire le premier établissement financier d'Afrique de l'Est. Au premier trimestre 2019, Equity Group Holding Ltd comptait près de 12,4 millions de clients en Afrique de l'Est. Après avoir ouvert la banque au plus grand nombre, ce multimillionnaire, sa fortune personnelle est estimée à environ 50 millions d'euros, a lancé sa propre fondation pour envoyer ses jeunes compatriotes les plus méritants dans les meilleures universités du monde. Plus de 1200 étudiants kenyans ont déjà bénéficié de ce programme. Hassanin Irigi, Madagascar. S'il figurait déjà parmi les 100 Africains les plus influents en 2019, Hassanin Irigi, 45 ans, progresse fortement cette année grâce à une actualité très riche. Le groupe familial Axian, qu'il dirige depuis 2015, a lancé à la fin de juin un réseau de téléphonie mobile 5G à Madagascar, confortant son statut de leader national des télécommunications. Il est également actif dans ce secteur au Sénégal et au Togo, pariant à terme sur une concentration continentale des opérateurs mobiles. Présent dans la banque, la distribution, l'immobilier et l'agroalimentaire, Axian intervient aussi dans le secteur de l'énergie, avec de vastes projets d'électrification en Ouganda et au Mali. À la fin de 2019, le groupe a par ailleurs ouvert à Antananarivo Nexta, un incubateur de start-up inspiré de la station F, à Paris, du milliardaire Xavier Niel. Yérim Sow, Sénégal. Discret mais incontournable. S'il n'aime guère se mettre en avant ni communiquer, Yérim Habib Sow, 54 ans, n'en est pas moins omniprésent dans le monde des affaires en Afrique de l'Ouest. D'abord centré sur les télécoms, son groupe Telium s'est peu à peu mué en un holding diversifié actif aussi bien dans la banque que dans la logistique, l'agro-industrie, l'immobilier ou encore l'hôtellerie. Au début de la pandémie de Covid-19, Telium s'est allié à la CSE, compagnie sahélienne d'entreprises, et à Free Sénégal pour faire don de 450 millions de francs CFA, 686 000 euros, au ministère sénégalais de la Santé. La période a pourtant apporté son lot de difficultés au groupe, qui a dû mettre plusieurs chantiers en sommeil, dont celui du siège de la filiale ivoirienne de l'opérateur MTN, que le groupe Telium construit près de l'aéroport d'Abidjan. Les télécoms, encore et toujours. Alaa Abdel Fattah, Égypte. On le surnomme « l'icône de la révolution de 2011 ». Militant des droits de l'homme de longue date, ce blogueur et informaticien de 38 ans s'est depuis engagé dans la lutte contre la torture des prisonniers politiques. Car son activisme lui attire de nombreux ennuis. Il a été emprisonné sous Hosni Moubarak en 2004, puis en 2011 durant la période de transition brutale que le pays a connue quand le maréchal Tantawi en était à la tête, puis après l'élection à la présidence de Mohamed Morsi, en 2012. Après le coup d'État de juillet 2013 dirigé par Abdel Fattah al-Sisi, sa situation prend une tournure encore plus alarmante. Alaa Abdel Fattah est emprisonné en 2014 pour 5 ans, pour avoir protesté contre une loi limitant le droit de manifester en Égypte. Après avoir purgé sa peine, il est placé sous contrôle judiciaire et doit retourner chaque soir au poste de police de Doki, au Caire, pour y passer la nuit. Le dimanche 29 septembre 2019, il n'en ressort pas, victime d'une vaste campagne d'arrestation lancée par le régime après une mobilisation contre le président Sisi. Virgil Abloh, Ghana. Difficile de résumer Virgil Abloh en une seule étiquette. Recruté en 2018 par la vénérable maison Vuitton, soucieuse de dépoussiérer son image, le créateur travaille aussi avec plusieurs stars du sport et certains des musiciens les plus en vue de la scène hip-hop, quand il n'inonde pas les réseaux sociaux. À 40 ans, il gère également avec succès sa marque de prêt-à-porter Off-White. Pour 2020, il vient de présenter chez Louis Vuitton la collection LV2, conçue avec un autre créateur star, le japonais Nigo.
Tout semble donc aller pour le mieux, et pourtant, depuis quelques mois, Virgil Abloh multiplie en parallèle les bad buzz. Choisi pour réaliser la pochette de l'album posthume du rappeur américain Pop Smoke, assassiné en février, il s'est attiré une avalanche de critiques, son travail ayant été jugé bâclé. Les attaques ont pris une ampleur supplémentaire lorsqu'un designer a reproché à Abloh d'avoir plagié son travail, au point que les fans de Pop Smoke ont lancé une pétition pour que la pochette de l'album soit modifiée. Lorsque le mouvement Black Lives Matter a commencé à prendre de l'ampleur, le créateur a cru bon de signaler sur les réseaux sociaux qu'il avait, comme d'autres stars telles que Beyoncé ou Rihanna, fait un don pour la cause. Problème, le don en question s'élevait à 50 €. Ce qui a provoqué la fureur de certains, au point que des magasins distribuant les produits Off-White ont été vandalisés lors des manifestations. Depuis, Virgil Abloh a corrigé le tir en précisant qu'il avait versé de l'argent sous d'autres formes. Et a allumé un contre-feu en mettant aux enchères sur internet une paire de baskets Off-White spécialement conçues pour l'occasion, toujours au bénéfice du mouvement militant. Histoire de redorer un blason légèrement écorné. Hannah Armeyawana, Ghana. Le journaliste d'investigation le plus célèbre du Ghana a encore frappé. Après son documentaire sur la Confédération africaine de football, son enquête sur la corruption du secteur minier ou encore son travail sur le système judiciaire ghanéen, l'homme qui se cache derrière un voile de perles, a révélé au début de juillet une escroquerie liée à l'épidémie de Covid-19. Dans un reportage diffusé sur BBC News, Hannah Armeyawana a infiltré un réseau de médecins ghanéens qui prétendaient disposer d'un remède miracle. Après analyse, il s'est avéré que les produits vendus, outre leur inefficacité, ne répondaient pas aux normes sanitaires et pouvaient provoquer des maladies graves. Acclamé pour ses enquêtes réalisées en caméra cachée, le journaliste masqué compte bien continuer à révéler les dérives de la société ghanéenne, et notamment celles de ses élites. Apollinaire Compaoré, Burkina Faso. Malgré une année 2020 mouvementée en raison de la crise sanitaire, l'influent patron du groupe Planor Afrique réaffirme son intention de poursuivre ses investissements dans les télécoms et la banque. Plus de 55 milliards de francs CFA, 84 millions d'euros, dont la moitié sera débloquée cette année, sont nécessaires au renouvellement de la licence 4G de Telecel Faso, qui s'apprête à lancer Telecel Money, son service de mobile banking. Chez le voisin malien, Apollinaire Compaoré entend investir près de 150 milliards de francs CFA pour développer Telecel Mali, qui a atteint le cap du million d'abonnés. Cette somme servira également à l'ouverture de 2 filiales bancaires. Le sexagénaire, par ailleurs patron des patrons burkinabés, étudie aussi l'option de lancer Wenkuni Bank International hors des frontières du pays. D'après nos informations, le Mali et la Côte d'Ivoire sont notamment dans sa ligne de mire. Nadia Feta, Maroc. Sa nomination, en octobre 2019, dans le gouvernement de Sadedine El Othmani, en tant que ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'économie sociale, fut une surprise. Celle qui était alors la patronne de Sanlam Panafrica General Insurance avait également été présidente du conseil d'administration de Saham Assurance et directrice générale déléguée de Saham Finance. Parmi ses faits d'armes, une offensive remarquée dans le secteur de l'assurance sur le continent, avec des acquisitions au Nigeria, en Angola ou encore au Rwanda. Nadia Feta, qui a su se faire une place dans l'univers de la finance, un domaine particulièrement masculin, est également parvenue à obtenir un portefeuille gouvernemental stratégique. La jeune femme est volontiers décrite par son entourage comme dynamique, passionnée et avide de défis. Des qualités qui ne seront pas de trop pour relever le secteur du tourisme marocain, qui traverse l'une des plus graves crises de son histoire. Patrick Soon-Shiong, Afrique du Sud Chine. Né et élevé en Afrique du Sud par des parents chinois qui avaient fui l'invasion japonaise, Patrick Soon-Shiong vit aujourd'hui à Los Angeles et a acquis la nationalité américaine. Ce chirurgien, chercheur et philanthrope de 69 ans a inventé et développé l'Abraxane, un médicament pour le traitement des cancers du sein, du poumon et du pancréas. Pionnier de nouvelles thérapies, auteur de centaines d'articles scientifiques et de brevets dans le monde entier, le docteur allie rigueur scientifique et sens des affaires. De 1997 à 2010, il est à la tête de 2 sociétés pharmaceutiques, American Pharmaceutical Partners et Abraxi Biosciences. La vente de la première, en 2008, fait de lui un milliardaire. Il y a un an, Patrick Soon-Shiong s'est offert un groupe de presse en déclin pour 500 millions de dollars. Il est ainsi le nouveau propriétaire du Los Angeles Times et du San Diego Union Tribune, après avoir acquis le très populaire club de basket des Los Angeles Lakers.
Président de 3 organisations à but non lucratif, dont la fondation de la famille Chan Soon-Shiong qui vise à éliminer les disparités de l'accès aux soins de santé, il s'est engagé à donner au moins la moitié de sa richesse à des œuvres philanthropiques. Abdelmadjid Attar, Algérie. Homme du sérail, ancien PDG de Sonatrach, 1997 à 1999, Abdelmadjid Attar, 74 ans, a pris les commandes du ministère algérien de l'énergie à la suite du remaniement gouvernemental partiel annoncé à la fin de juin, dans l'urgence de la crise du Covid-19. Fin connaisseur du secteur, ce géologue de formation a passé l'essentiel de sa carrière au sein de la compagnie pétrolière publique avant de lancer son cabinet de conseil et d'études dans le domaine des énergies, au début des années 2000. Déjà ministre des Ressources en eau, en 2002, il gérera cette fois un portefeuille hautement stratégique. Lors de sa prise de fonction, ce natif de Sétif a reconnu que le secteur de l'énergie ne pouvait pas poursuivre avec la même organisation et les mêmes objectifs, estimant que l'économie nationale devait oublier la rente pétrolière et travailler sur la production de nouvelles richesses à moyen terme. Felwine Sarr, Sénégal. Découvert par le grand public grâce au succès de son essai Afrotopia en 2016, le Sénégalais de 48 ans est devenu une figure incontournable du paysage intellectuel continental. Depuis octobre 2016, Felwine Sarr organise dans son pays, avec le Camerounais Achille Mbembe, les Ateliers de la Pensée, qui réunissent chaque année un vaste panel d'écrivains et d'universitaires africains et de la diaspora afin de tracer de nouveaux chemins dans la pensée et dans la pratique, et de scruter le présent et le futur de notre monde à partir de l'Afrique. Touche à tout assumé, cet économiste de formation est à la fois universitaire, il a dirigé l'UFR Civilisation, Religion, Arts et Communication de l'Université Gaston Berger, à Saint-Louis, et vient de rejoindre l'Université de Duke, en Caroline du Nord, en tant que Distinguished Professor of Humanities. Et également musicien, écrivain, éditeur, en 2018, Emmanuel Macron a fait appel à lui pour mener, avec l'historienne de l'art Bénédicte Savoie, une mission d'étude sur la restitution au pays d'origine du patrimoine culturel africain. Leur rapport a fait l'objet de nombreuses critiques, et tardé à déboucher sur des décisions concrètes, jusqu'à ce mois de juillet, lorsque le gouvernement français a présenté un projet de loi qui prévoit un transfert de propriété concernant le sabre d'Omar Saïdou Tall, déjà restitué aux Sénégalais sous forme de prêt, et le transfert des œuvres béninoises exposées au Quai Branly, dès que sera achevée la construction du musée d'Abomey, qui doit les accueillir. Onjabeur, Tunisie. Un dernier coup droit gagnant et elle lève fièrement le poing vers le ciel. Le 26 janvier, Onjabeur battait la chinoise Qiang Guang en 8e de finale de l'Open d'Australie, devenant la première tenniswoman arabe à atteindre les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elle s'inclinera 2 jours plus tard face à Sofia Kenin, future vainqueur de la compétition. La 39e joueuse mondiale a commencé à jouer au tennis dès l'âge de 3 ans. Double championne d'Afrique des moins de 16 ans, elle fut également médaillée d'or des premiers Jeux africains de la jeunesse, en 2010. À la suite de sa performance en Australie en janvier, Kais Saied, le président tunisien, l'a qualifiée d'exemple pour les femmes et pour les jeunes. Mohamed Ould Bouamatou, Mauritanie. À 67 ans, Mohamed Ould Bouamatou est l'homme d'affaires le plus connu et peut-être le plus riche de Mauritanie. Parti de la boulangerie, il a étendu ses activités commerciales à la confiserie, aux cigarettes, à la téléphonie, au transport aérien, à l'assurance, aux médias et à la banque. Sa fortune lui a permis de se poser en une sorte de George Soros africain, distribuant généreusement des fonds aux mosquées, aux ONG, et finançant l'hôpital ophtalmologique de Nouakchott ou la rénovation du lycée français. Il a aussi aidé la grande majorité des partis politiques. En 2009, il a financé la campagne présidentielle victorieuse de son cousin, le général Mohamed Ould Abdelaziz, avec lequel il s'est brouillé en 2010. Exilé au Maroc puis menacé par un mandat d'arrêt en 2017, il est rentré en Mauritanie au début de l'année, le nouveau président Mohamed Ould Ghazouani ayant mis un terme aux poursuites à son encontre, avant de lui permettre de relancer les activités de ses différentes sociétés et notamment de son pilier bancaire, la Générale de Banque de Mauritanie. Salim Abdoul Karim, Afrique du Sud. S'il n'a acquis une notoriété mondiale qu'à la faveur de la pandémie de coronavirus, le docteur Salim Abdoul Karim, qui vient tout juste de fêter ses 61 ans, est depuis longtemps une sommité en Afrique du Sud et au sein de la communauté scientifique internationale. Épidémiologiste, il s'est d'abord distingué dans la recherche sur le VIH, au point d'être nommé à la tête du panel d'experts de l'ONU-SIDA.
Une première consécration qui venait récompenser le travail effectué aux côtés de Karesha Abdul Karim, son épouse, mais également de son ancien camarade d'université Zweli Mkhize, aujourd'hui ministre de la Santé. C'est le Covid-19 qui les réunit au printemps 2020, lorsqu'il met sur pied un conseil scientifique chargé de guider la riposte du gouvernement. Le ministre fait logiquement appel à son prestigieux camarade. Salim Abdul Karim devient, dès lors, l'un des principaux visages de la lutte contre le Covid en Afrique du Sud et sur le continent. Sans langue de bois, il est le premier à prédire, alors que beaucoup croient encore que l'Afrique ne sera que peu touchée par le virus, que le pic de la pandémie pourrait ne survenir qu'en septembre. Et répète dans les médias que ses concitoyens doivent s'habituer à l'idée de vivre durablement avec le Covid. Clara Kamanzi, Rwanda. Directrice depuis 2017 du très influent Rwanda Development Board, RDB, l'agence gouvernementale chargée d'attirer les investisseurs étrangers, Clara Kamanzi a 42 ans, l'une des principales figures du milieu des affaires au Rwanda. Cheville ouvrière de la campagne Visite Rwanda, qui fait la promotion d'un tourisme de luxe au pays des mille collines, elle a notamment œuvré pour les contrats de sponsoring signés avec le club de football anglais Arsenal, en 2018, et avec celui du Paris Saint-Germain, PSG, conclu en décembre 2019. Ancienne négociatrice du Rwanda à l'Organisation mondiale du commerce, passée entre 2016 et 2017 par la Strategy and Policy Uni, cellule centrale de la présidence rwandaise chargée de conseiller le chef de l'État, elle est, depuis le début de mai, membre du conseil d'administration de la nouvelle fondation de l'Organisation mondiale de la santé. Carlos Lopez, Guinée-Bissau. Après tout ce que le pays a enduré, il a le droit à un peu de répit de la part de ceux qui aiment juger et évaluer. Laissez le Rwanda tranquille. Le 4 juillet, par ce tweet publié à l'occasion de la fête de la libération et illustré de photos montrant la transformation de la capitale Kigali, Carlos Lopez a une nouvelle fois défendu le bilan du président. Carlos Lopez a une nouvelle fois défendu le bilan du président Paul Kagame. L'économiste bissau-guinéen est un fervent défenseur du chef de l'État rwandais, qu'il a nommé en 2016 parmi les membres de la commission de réforme de l'Union africaine. Très présent dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'ex-secrétaire général de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique milite plus largement pour que le continent devienne un acteur plus écouté au sein de la communauté internationale. Désigné en 2018 représentant de l'UA pour les négociations avec l'Union européenne, il n'hésite pas à dénoncer des accords commerciaux qu'il estime trop peu favorables aux pays africains. Enseignant à l'Université du Cap, en Afrique du Sud, il donne aussi des cours aux étudiants de Sciences Po Paris. En parallèle, il trouve le temps de conseiller plusieurs États comme le Togo ou Djibouti, mais aussi des institutions telles que la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Achalek, Cameroun-Afrique du Sud. Président Afrique de MC Quincy et membre depuis mai, du Shareholder Council, une sorte de conseil d'administration au sein du cabinet de conseil américain, Achalek, 48 ans, est un consultant qui compte sur le continent. Son mantra auprès des investisseurs, les économies africaines regorgent de potentiel. En cette période de coronavirus, il appelle à une collaboration plus étroite entre les gouvernements, le secteur privé et les institutions internationales. Entré chez MC Quincy il y a plus de 20 ans, diplômé de la Georgia Tech et de l'université Stanford, aux États-Unis, et résident en Afrique du Sud, Achalek a développé un vaste réseau parmi les gouvernants et les hommes d'affaires, en Afrique et dans le monde, Aliko Dangote en tête. Il conseille aussi les gouvernements, comme celui du Sénégal, pour lequel MC Quincy a aidé à établir le plan Sénégal Émerge. Proche de sa compatriote Vera Sangou, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, il est membre, comme elle, de l'équipe de réforme institutionnelle de l'Union africaine mise en place par Paul Kagame, et de l'African Leadership Network. Il a par ailleurs cofondé l'African Leadership Academy, une institution implantée à Johannesburg visant à former les leaders africains de demain, et plus récemment l'African Leadership University, avec des campus à Maurice et au Rwanda. Issa Rebrab, Algérie. L'année 2019 aura été annus horribili pour le PDG du groupe Cevital. Incarcéré pendant 6 mois pour une affaire de surfacturation et d'infraction à la législation relative aux mouvements de capitaux qu'il conteste, il est condamné en janvier dernier à 18 mois de prison, dont 6 mois fermes. Discret depuis sa remise en liberté, cet industriel d'origine kabyle n'en est pas moins actif au sein du groupe qu'il dirige avec ses 3 fils et sa fille. Les ennuis judiciaires de ce patriarche de 76 ans n'ont pas empêché le conglomérat qu'il a créé en 1998 de maintenir sa position de leader. Premier groupe privé en Algérie, Cevital affiche un chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros.
Estimée, quant à elle, à 3,4 milliards d'euros en 2020, la fortune personnelle d'Issa Rebrab fait de lui l'homme le plus riche d'Algérie et le 6e d'Afrique. La chute du régime du président Bouteflika, à l'origine des blocages de nombreux projets de Cévital, constitue une opportunité pour la famille Rebrab de diversifier ses activités. Mike Adenuga, Nigeria. Éternel challenger d'Aliko Dangote, Michael Adeniyi Agbola Dishola Adenuga est milliardaire et nigérian, comme son rival, et a bâti l'essentiel de sa fortune dans le secteur pétrolier, notamment avec sa société d'exploration Cornwall. À 68 ans, il règne aussi sur le deuxième opérateur mobile du Nigeria, Globacom. Diplômé de la Patsy University de New York, ce père de 7 enfants occupait au début de 2020 la 3e place du classement des milliardaires africains, derrière les inamovibles Aliko Dangote et Naguib Sawiris, avec une fortune estimée à 7,7 milliards de dollars selon Forbes. Mohamed Dewji, Tanzanie. Depuis son kidnapping très médiatisé en octobre 2018, le plus jeune milliardaire d'Afrique a revu ses priorités tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Celui qui avait initialement pour ambition d'étudier la théologie, puis d'exercer à Wall Street, avant d'hériter de l'entreprise familiale, déclare avoir perdu son appétit pour les affaires. Malgré tout, les activités du groupe METL, présent dans une dizaine de pays dans les domaines de l'agriculture, de l'assurance, des transports, de la logistique ou encore de l'agroalimentaire, semblent loin d'être ralenties avec la future ouverture d'une usine de détergents au Kenya ou celle d'une usine de fabrication de boissons en Ouganda. Depuis son élection en tant que député de Singida, beaucoup s'interrogent sur une éventuelle candidature du milliardaire à la présidentielle de 2025. La réponse de l'intéressé est claire, il n'a aucune ambition politique. Aboubaker Omar Hadi, Djibouti. Port, zone franche, aéroport, compagnie aérienne, corridor routier, shipping. Aucun domaine visant à faire de Djibouti un nœud logistique mondial et polyvalent n'échappe à Aboubaker Omar Hadi, président de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti depuis 2011. Formé à la prestigieuse université maritime de Malmö, ce sexagénaire, qui a dirigé le port de Tinkan Island, près de Lagos, pendant 3 ans, œuvre tout particulièrement à la diversification de l'économie. Président de Greathorn Investment Holding, la structure qui porte les investissements de l'État dans les infrastructures, il a signé au début de juillet un accord de coopération avec des entreprises chinoises d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, comprenant la construction d'une raffinerie flottante sur le futur complexe pétrochimique de Damerjog, à la frontière somalienne. Administrateur à ce titre du Fonds souverain de Djibouti, lancé à la fin de juin, le dirigeant suit aussi le développement d'un projet éolien de 60 MW près du lac Assal, après avoir confié au français Engie, en 2019, la construction d'une centrale solaire de 30 MW. Paul Kamon Fokam, Cameroun. À plus de 70 ans, ce docteur en sciences de gestion devenu banquier et président d'Afriland First Group, holding bancaire basé en Suisse et implanté en Afrique, en France et en Chine. Il tire une bonne part de sa fortune de la Société africaine de participation, SAPA, un fonds de capital risque qui participe à la création d'entreprises et grâce auquel il a un pied dans l'immobilier, les assurances ou la sécurité. Paul Fokam se positionne comme promoteur de l'autonomisation financière et économique du continent. En 2006, il crée le PK Fokam Institute of Excellence pour former des financiers africains. Sa fille, Rolande Camogne, a fondé la chaîne panafricaine Vox Africa. Paul Fokam est surtout l'inventeur du modèle MC2, microfinance communautaire de croissance, un réseau d'établissements de microfinance gérés de façon communautaire qu'il lance dans les années 1990. Il y voit un moyen de lutter contre la pauvreté, mais les MC2 ont aussi profité à sa banque. Aujourd'hui, l'homme d'affaires doit surtout faire face à une atteinte à la réputation de sa banque. Dans un rapport diffusé au début de juillet, l'ONG Global Witness et la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique estiment que Afriland First Bank est lié à des fraudes en RD Congo. On parle de transactions douteuses en faveur de l'homme d'affaires israélien Dan Gertley et de ses associés, qui souhaitaient se soustraire aux sanctions américaines. La banque a porté plainte contre les auteurs du rapport. Benedict Orama, Nigeria. Promoteur du commerce comme outil de développement du continent, Benedict Orama entend faire de la Banque africaine d'import-export, qu'il préside depuis septembre 2015, un acteur incontournable de la zone de libre-échange continentale africaine. La banque a été mandatée par l'Union africaine pour mettre sur pied un mécanisme d'ajustement, doté de 5 milliards de dollars,
pour aider les États à gérer l'impact des pertes de recettes tarifaires résultant de la mise en œuvre de la ZLECA. Le leader nigérian, réélu pour 5 ans à la mi-juin, peut se féliciter de la très nette croissance des crédits accordés au commerce africain durant son premier mandat, 30 milliards de dollars entre 2015 et 2019, dont environ la moitié pour les échanges intra-africains, passé de 3% à 28% du portefeuille de prêts d'Afreximbank. Kako Nubukpo, Togo. Kako Nubukpo est à 53 ans, un homme médiatique. Ses prises de position hostiles au franc CFA lui valent autant de partisans que de détracteurs. Mais que l'on applaudisse son audace ou que l'on vilipende son populisme, une chose est sûre, l'ancien ministre togolais de la prospective est devenu, en quelques années, un acteur central du débat sur la réforme monétaire en cours en Afrique de l'Ouest. Cela lui a d'ailleurs valu d'être auditionné sur le sujet en septembre 2019 par le Conseil présidentiel pour l'Afrique, CPA, qui épaule le président Emmanuel Macron, ainsi que par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française à la fin de juin. En désaccord avec les modalités du passage du franc CFA à l'éco, parité fixe par rapport à l'euro et maintien de la garantie française, proposée par Alassane Ouattara et son homologue français le 21 décembre à Abidjan, il milite pour un éco flexible avec un régime de ciblage de l'inflation pour les 15 membres de la CEDEAO. Régulièrement consulté au sein des présidences africaines, il entend organiser, avant la fin de cette année, des états généraux de l'éco pour proposer une feuille de route qui guiderait les chefs d'État et les parlementaires de la CEDEAO. Salif Keïta, Mali. Il avait marqué le début de 2019, année de ses 70 ans, par une série de concerts qui suivaient un album acclamé par la critique, Un autre blanc. Mais en novembre, dans une vidéo diffusée en live sur sa page Facebook et vue plusieurs centaines de milliers de fois, il chante une toute autre chanson. S'adressant au président Ibrahim Boubacar Keïta, il lui demande de cesser de se soumettre à Emmanuel Macron, accusé d'armer les djihadistes. Tu n'es pas au courant que c'est la France qui finance nos ennemis contre nos enfants. Ces propos complotistes ne sont pas nouveaux. Dans un entretien à Jeune Afrique datant de 2016, Salif Keïta affirmait déjà « Qui a armé la rébellion ?» Pour moi, Paris est en partie responsable. L'impact de la vidéo de 2019 a été si fort que l'ambassade de France au Mali a réagi en dénonçant les propos diffamatoires du roi de la musique mandingue. Chimamanda Ngozi Adichie, Nigeria. La mort de George Floyd, le 25 mai, à Minneapolis, a redonné un écho particulier à son roman Americana, publié en 2013. Devenue une référence de la littérature nigériane, Chimamanda Ngozi Adichie, 42 ans, y évoque les questions d'identité culturelle, de racisme et de double culture. Depuis le succès de ce livre, elle fait entendre sa voix jusqu'aux États-Unis, où elle a été élue en 2017 à l'Académie américaine des arts et des sciences. La même année, elle est nommée parmi les 50 leaders du monde par le magazine Fortune, avant de publier Chéri Jawel, un manifeste sur les grandes questions féministes. Maze Ujiri, Nigeria. Ce Nigérian de tout juste 51 ans dirige l'équipe des Raptors de Toronto, qui a remporté en 2019 le premier titre de NBA de son histoire. Fondateur du programme de formation Giants of Africa, destiné au Ghana, au Nigeria, au Kenya et au Rwanda, le manager continue de promouvoir les talents africains. Une politique qu'il applique à son propre club, où évoluent notamment l'hispano-congolais Serge Ibaka et le camerounais Pascal Siakam. Maze Ujiri est par ailleurs très impliqué dans la lutte contre le racisme et pour la représentation des Noirs dans le monde du basket. Il n'hésite pas à pointer du doigt le manque de diversité dans les postes de haut niveau au sein de la NBA. Dans la suite du classement se croisent quelques grands noms dont l'actualité en 2021 a été un peu moins riche qu'elle ne l'avait été en 2019. Baba Amadou Dampulo, Cameroun. De l'agriculture aux télécommunications en passant par l'élevage, l'immobilier ou encore la finance, la plus grosse fortune d'Afrique francophone, 920 millions de dollars en 2019, selon Forbes, est aujourd'hui à la tête d'un empire qui ne cesse d'étendre ses tentacules. Son nouveau terrain d'action, la finance mobile. En juin, les médias locaux ont annoncé la création de la société BestPay. Cette start-up dotée d'un capital de 500 millions de francs CFA, 762 000 €, entend fournir des services de paiement électronique. Alors qu'il est en conflit avec ses partenaires vietnamiens pour le contrôle de Nextel, troisième opérateur de téléphonie mobile au Cameroun, l'homme d'affaires a fait une entorse à sa discrétion habituelle. Pour tenter de faire pencher en sa faveur l'arbitrage engagé par les autorités camerounaises, Baba Dampulo n'a pas hésité à plaider sa cause dans les médias. En attendant,
la crise qui secoue Nextel se répercute à l'intérieur de l'entreprise, où des grèves à répétition perturbent son bon fonctionnement. Patrice Motsepe, Afrique du Sud. Premier associé noir d'un cabinet d'avocats sud-africain, premier milliardaire noir du pays, beau-frère du président Cyril Ramaphosa, Patrice Motsepe a fait fortune dans le secteur minier. Né à Soweto en 1962, il a effectué une partie de ses études aux États-Unis, avant de revenir dans son pays et de militer à l'ANC. Très sensible au sort des populations noires d'Afrique du Sud, il s'engage en leur faveur et effectue de nombreux dons, soit directement soit via la Motsepe Foundation, qui est particulièrement active dans les domaines de la santé et de l'éducation. En janvier 2020, c'est le faux pas. Lors d'un dîner organisé au Forum économique mondial de Davos, il lance au président américain Donald Trump « L'Afrique aime l'Amérique. L'Afrique vous aime ». Rapidement relayée sur les réseaux sociaux, la déclaration vaut à Patrice Motsepe un flot d'injures et d'attaques. Le milliardaire rectifie rapidement le tir, explique que son but était simplement d'encourager le dialogue entre l'administration américaine et les entrepreneurs africains, avant de reconnaître qu'il n'avait pas à s'exprimer au nom de qui que ce soit. Malgré ses excuses, la petite phrase continue de lui coller à la peau. Dambisa Moyo, Zambie. Sa notoriété et son influence mondiale, la Zambienne de 52 ans, née à Lusaka et diplômée d'Oxford et de Harvard, les a bâtis en quelques livres chocs. Dans Dead, paru en 2009, elle assure que l'aide au développement ne fait qu'accroître la pauvreté dans les pays qui la reçoivent. L'ouvrage est un best-seller, et fait immédiatement de Dambisa Moyo une voix qui compte, l'hebdomadaire américain Time l'intégrant à son classement des 100 femmes les plus influentes de la planète. Suivez How the West Was Lost, en 2011, sur le déclin des puissances occidentales, puis Winner Take All, en 2012, dans lequel elle analyse l'appétit grandissant de la Chine pour les ressources naturelles du reste du monde et la place de plus en plus centrale que Pékin va occuper. Devenue incontournable, l'économiste, qui vit maintenant à Londres, est sollicitée sur tous les grands sujets, et naturellement, elle a été appelée à s'exprimer sur la crise économique née du Covid-19. Elle plaide en faveur d'un plan Marshall pour l'Afrique, et prédit que dans le monde post-pandémie les États vont retrouver un rôle plus important. Mark Bristow, Afrique du Sud. Pionnier de l'exploitation du métal jaune en Afrique de l'Ouest avec Randgold, qu'il a fondé en 1995, le bouillonnant sud-africain Mark Bristow est désormais à la tête du numéro 2 mondial du secteur de l'or, Barrick, avec lequel il a fusionné sa première compagnie en janvier 2019. Depuis cette opération, il exploite des mines sur tous les continents, et plus seulement en Afrique, mais en gardant le modèle qui a fait le succès de Randgold, une direction générale réduite à son strict minimum, centrée sur les performances opérationnelles et sachant déceler des opportunités de classe mondiale, c'est-à-dire pouvant produire chacune plus de 500 000 onces par an. Depuis cette opération, il exploite des mines sur tous les continents, et plus seulement en Afrique, mais en gardant le modèle qui a fait le succès de Randgold, une direction générale réduite à son strict minimum, centrée sur les performances opérationnelles et sachant déceler des opportunités de classe mondiale, c'est-à-dire pouvant produire chacune plus de 500 000 onces par an. Constamment sur le terrain, connu pour son franc-parler vis-à-vis des gouvernements sur les questions de gouvernance et de réglementation, Mark Bristow a fait émerger en Afrique de l'Ouest et en RD Congo une génération de cadres locaux compétents qui sont désormais aux manettes des sites africains de Barrick. Assalfo Salif Traoré, Côte d'Ivoire. C'est peut-être la décision la plus difficile qu'il a dû prendre depuis qu'il a créé le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, à Abidjan. En mars, Salif Traoré, dit Assalfo, a dû, la mort dans l'âme, annuler la 13e édition du festival, qui devait notamment accueillir Youssou N'Dour, Koffi Olomide et VG Dream. Nous ne voulions pas mettre en place un foyer de contamination, nous explique-t-il. L'artiste et homme d'affaires de 41 ans s'est donné jusqu'à septembre pour trancher la question du report du festival d'ici à la fin de l'année. En attendant d'y voir plus clair, il doit encaisser un autre coup dur avec l'annulation de la tournée internationale de son groupe Magic System. Ces contretemps ont néanmoins permis à Salif Traoré de se poser une nouvelle fois en businessman responsable, qui place la santé au-dessus des enjeux financiers. Et le confinement n'empêche pas le stratège d'afficher son soutien à différentes personnalités politiques, ambassadeurs, préfets d'Abidjan, première dame, sans choisir de camp, sinon celui des Ivoiriens, comme toujours. Fally Ipupa, RD Congo. Pointé du doigt pour sa proximité, qu'il conteste avec l'ex-président Joseph Kabila et son successeur, Félix Tshisekedi, l'Aigle du Congo, a failli voir son concert à l'Accor Hotels Arena de Paris annulé, à la fin de février, sous la pression d'opposants congolais radicaux.
Après le succès de sa prestation, le chanteur a annoncé la sortie du titre Allo Téléphone, extrait de son album Tokos 2. Diffusée en juin sur toutes les plateformes de streaming, la chanson a comptabilisé 1 million de vues 48 heures après sa mise en ligne. Réputée pour ses pas de danse et sa maîtrise de la rumba congolaise, Fally Ipupa est également connu pour son engagement en faveur des victimes de violences sexuelles dans son pays natal. Il s'est impliqué dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en distribuant près de 2500 masques par l'intermédiaire de la Fally Ipupa Fondation et en offrant un chèque de 20 000 € aux responsables de l'hôpital de Panzi, à Kinshasa. Ces fonds représentent 10% du cachet obtenu par l'artiste pour se produire à Paris. Alioune Ndiaye, Sénégal. En janvier, le Sénégalais Alioune Ndiaye inaugurait fièrement le nouveau siège Afrique d'Orange, qu'il dirige depuis 2018, à Casablanca. À charge maintenant pour le diplômé de l'Institut Mines Telecom Business School et de l'Université Paris-Dauphine, longtemps à la tête de la filiale sénégalaise du groupe Sonatel, de concrétiser les objectifs financiers fixés par son PDG, Stéphane Richard. D'ici à 2025, Orange ambitionne de réaliser 20% de son chiffre d'affaires en Afrique. Pour y parvenir, Alioune Ndiaye lancera en fin d'année Orange Bank en Côte d'Ivoire, avant de cibler d'autres pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain. Surtout, il essaiera de décrocher une licence en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants, qui a décidé d'ouvrir le secteur des télécoms à la concurrence et d'entrer sur un autre grand marché, Afrique du Sud, Nigeria, ou, pourquoi pas, Algérie. Ces projets pourraient être financés grâce à l'introduction en bourse du holding qui réunit toutes les opérations africaines de l'opérateur. Mamoud Dicko, Mali. Un imam peut-il devenir un jour président du Mali? La question n'a rien d'incongru quand on voit les démonstrations de force dont est capable Mamoud Dicko. Le 5 juin, son appel réunit une foule immense à Bamako. Le credo des manifestants, Ibrahima Boubacar Keïta doit démissionner. À la tribune, le leader religieux attaque frontalement le président du Mali, qu'il avait pourtant soutenu en 2013. Cette fois, Ibeka le regrettera, et sa sortie du pays sera violente, prévient-il. Né en 1954 à Tonka, dans la région de Tombouctou, chantre de l'islam wahhabite, ce père de famille de 10 enfants s'est formé en Mauritanie et en Arabie Saoudite. En avril 2020, il quitte la présidence du Haut Conseil islamique du Mali, continue de prêcher dans sa mosquée de Badalabougou, sur la rive sud de Bamako, et répond à de nombreuses sollicitations. À son domicile, les personnalités viennent plaider leur cause et malgré leurs divergences, le président Ibeka l'a souvent consulté. Mais la crise politique actuelle a confirmé l'imam dans son rôle d'opposant. Devenu l'un des leaders du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, il appelle au calme tandis que ses partisans, craignant son arrestation, ont transformé le quartier qui entoure sa mosquée en camp retranché. Black Coffee, Afrique du Sud. Sur sa page Facebook, suivie par près de 2,2 millions de fans, l'icône de la house sud-africaine enrage de ne pas mixer l'été de 2020 à Ibiza, comme il le fait d'habitude. Et promet la tempête, pour 2021. Le musicien de 44 ans n'est pourtant pas resté les bras croisés ces derniers mois, malgré le confinement. Il a notamment réalisé des concerts depuis chez lui afin de récolter des fonds pour venir en aide aux Sud-Africains les plus démunis. Sa campagne, Homebrewed, lui a permis de réunir plus de 31 000 $. Didier donc, mais aussi chanteur, producteur et propriétaire du label Soulistic Music, Nkosinati Innocent Mafumulo, de son vrai nom, s'est autant imposé comme artiste que comme businessman. Selon le magazine Forbes, sa fortune s'élève à 60 millions $, ce qui fait de lui le deuxième musicien le plus riche d'Afrique, derrière Akon. Denis Mukwege, RD Congo. Denis Mukwege est un homme intransigeant. Dès le mois de mars, le médecin, prix Nobel de la paix 2018, s'engage dans la lutte contre le coronavirus au sein d'un comité ad hoc dans sa province du Sud Kivu. Il préconise alors la mise en place d'une stratégie, tester, identifier, isoler, traiter. 3 mois plus tard, dénonçant le manque de moyens et le « déni des réalités » de l'épidémie dans son pays, il claque la porte du comité, condamnant les faiblesses organisationnelles de la riposte. Denis Mukwege n'en est pas à sa première colère froide. Le gynécologue de 66 ans en a même fait sa marque de fabrique. La médecine est sa mission, pas la diplomatie. Dénonçant sans relâche l'impunité du viol comme arme de guerre, ne mâchant pas ses mots face aux États, selon lui complice, Denis Mukwege est à la fois respecté et craint.
Placé sous protection depuis qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, en 2012, le pasteur pentecôtiste se taille peu à peu une stature de vieux sage, la voix posée mais le verbe haut. Matshidiso Moeti, Botswana, Afrique du Sud. Le docteur Matshidiso Moeti est la première femme à occuper le poste de directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, dont le siège est à Brazzaville. Nommée en février 2015, elle a été reconduite dans ses fonctions au début de 2020. À ce poste, la Botswanaise a dû faire face aux épidémies d'Ebola et de choléra avant d'affronter le Covid-19. Travaillant pour le département Afrique de l'OMS depuis près de 22 ans, Matshidiso Moeti est à l'origine de l'initiative des chefs d'État africains, lancée en février 2019, qui vise à accroître les investissements dans le domaine de la santé en vue d'instaurer la couverture santé universelle à l'échelle du continent. Akinwumi Adesina, Nigeria. Il y a un an, Akinwumi Adesina s'imaginait réélu par acclamation à la présidence de la Banque africaine de développement, poste qu'il occupe depuis septembre 2015. En octobre 2019, après d'intenses négociations avec les actionnaires non africains de l'institution, États-Unis en tête, il a obtenu le doublement, à 208 milliards de dollars, du capital autorisé de la BAD. Une révolte interne a ruiné le scénario idyllique du leader nigérian. Au début de janvier, des lanceurs d'alerte ont adressé au comité d'éthique de l'institution une longue liste de griefs parvenus à Jeune Afrique contre la gouvernance, le management et divers financements approuvés sous sa présidence. Véritable scandale ou manœuvre d'intrigants. Les avis restent partagés, malgré un rapport du comité d'éthique rejetant sommairement, en mai, les allégations des salariés. Un audit de ce rapport a depuis été confié à l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson. Ces conclusions seront scrutées avec attention avant l'élection prévue à la fin d'août. Angélique Kidjo, Bénin. Star incontestée de la musique africaine depuis 3 décennies, Angélique Kidjo a remporté en début d'année 2020 son 5e Grammy Award, face à un Burna Boy donné largement favori. Née dans un environnement propice à la créativité, d'une mère chorégraphe et d'un père photographe, la chanteuse béninoise allie musique africaine et musique occidentale. Celle qui inspire la jeune génération d'artistes du continent est également connue pour son militantisme. À travers la fondation Batonga, qu'elle a créée en 2006 au Bénin, elle s'engage en faveur de l'autonomie et de l'éducation des adolescentes en Afrique subsaharienne. Également ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF depuis 2002, à tout juste 60 ans, elle s'investit dans la lutte contre le coronavirus. Elle vient de reprendre le titre Pata Pata, de la sud-africaine Myriam Makeba, pour le compte de l'organisation onusienne, en adaptant les paroles afin de sensibiliser aux gestes barrières. Ade Ayemi, Nigeria. S'il espérait connaître une année plus calme, c'est raté. Celui qui bataille face aux actionnaires et aux syndicats depuis ses débuts à la tête d'Ecobank en 2015, pour cause de dividendes toujours repoussés et de baisse continue des effectifs, fait face aujourd'hui à un énième défi. Et non des moindres, l'impact économique du Covid-19. Le Cost Killer, comme on le surnomme, a tranché dès la fin de mars. L'année s'annonce exceptionnellement trouble. Depuis son bureau de Lomé, le Nigérian pilote un paquebot qui compte 15 000 employés et gère pas moins de 23 millions de clients répartis dans 35 pays d'Afrique. Une tâche ardue, tout particulièrement en période de distanciation physique et de croissance en berne. Mais le banquier, qui a fait ses classes au sein de Citigroup, essaie de rester optimiste. La crise nous permet de penser l'économie d'après, a-t-il ainsi déclaré. Si nous prenons les bonnes décisions, nous pourrons en sortir renforcés. Koos Baker, Afrique du Sud. Né à Potchefstroom en 1952, Koos Baker est à la tête d'une fortune estimée à 2,3 milliards de dollars. Après un début de carrière dans la publicité, il fonde Mnet, avec quelques jeunes collègues, l'un des 2 premiers services payants de télévision en Afrique du Sud. En 1997, il devient le PDG du groupe de médias Naspers et y met en place un système de rémunération bien particulier. Il ne touche ni salaire, ni bonus, ni avantages, recevant uniquement des stock options. En 15 ans, la capitalisation boursière de Naspers est passée d'environ 1,2 milliard de dollars à 45 milliards de dollars. Abdul Samad Rabiu, Nigeria. C'est un rival d'Aliko Dangote, figure indéboulonnable du haut du classement, qui fait son entrée dans le palmarès de cette année. Abdul Samad Rabiu, 60 ans, originaire lui aussi de Kano, est la 8e fortune d'Afrique, selon le magazine Forbes. Après avoir commencé sa carrière d'entrepreneur dans l'import de riz, de sucre et d'autres matières premières,
le patron de BUA Group défend aujourd'hui les capacités de production du pays qu'il a vu naître. À la tête d'un empire qui s'étend du ciment à l'agro-industrie, en passant par l'immobilier et la logistique portuaire, celui que l'on dit proche du vice-président Yemi Osinbajo déclare désormais « Il n'y a pas de raison que le Nigeria importe sa nourriture ». John Kengazong, Cameroun. John Kengazong est le premier membre de sa famille à avoir poursuivi des études supérieures. Aujourd'hui sexagénaire, il pilote à l'échelle continentale la réponse sanitaire à la pandémie de Covid-19. Depuis Addis Abeba, où il dirige les centres africains de prévention et de lutte contre les maladies, Africa CDC, un organe de l'Union africaine créé il y a seulement 3 ans, il conseille gouvernement et population. Il y coordonne aussi l'acheminement des tests de dépistage et des équipements de protection individuelle. Virologue de formation, ce spécialiste du VIH a passé 20 ans au sein des CDC américains, en poste à Abidjan puis à Atlanta, où il a acquis une connaissance fine des questions de santé publique. Calme et pédagogue, il s'insurge néanmoins contre le manque de moyens alloués à la prévention des maladies. Il lutte actuellement pour généraliser le port du masque et ne ménage pas ses efforts pour que l'Afrique prenne part à la création d'un vaccin efficace contre le coronavirus. Winnie Byanyima, Ouganda. Engagée de longue date en faveur des droits des femmes, l'Ougandaise est depuis 2019 la première femme à diriger l'ONU-SIDA. Sa première mission est de restaurer les comptes et la crédibilité de l'organisation, épinglée pour sa mauvaise gestion. Winnie Byanyima est née en 1959 à Marara. Son père est alors engagé en politique, tandis que sa mère, enseignante, est une militante des droits de l'homme. Diplômée en tant qu'ingénieure aéronautique au Royaume-Uni, elle rejoint la rébellion armée qui portera Yoweri Museveni au pouvoir en Ouganda, puis se construit une brillante carrière internationale, Union africaine, PNUD et Oxfam. Familière du Forum économique de Davos, cette féministe y porte la voix des plus vulnérables et s'en prend ouvertement aux plus grandes fortunes à propos des inégalités mondiales. Antoinette Sayeh, Libéria. Numéro 2 du Fonds monétaire international depuis le 16 mars, la Libérienne connaît parfaitement l'institution. Avant d'en être nommée directrice générale adjointe pour seconder la Bulgare Kristalina Georgieva, elle a passé 8 années à la tête du département Afrique du FMI, de 2008 à 2016, gérant plusieurs dossiers épineux. Coordination d'un financement à taux nul pour les pays les plus touchés par l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en 2015, suspension de l'aide au Mozambique en 2016 après le scandale de la dette cachée, etc. Cette titulaire d'une licence en économie et d'un doctorat en relations économiques internationales a également servi au sein de la Banque mondiale pendant 17 ans. Ministre libérienne des Finances de 2006 à 2008, elle peut se targuer d'être parvenue à apurer les dettes de son pays auprès du FMI. Un atout dans la perspective d'une extension du moratoire sur la dette auprès de certains pays africains. Zozibini Tunzi, Afrique du Sud. Avec ses cheveux courts et crépus et sa peau ébène, la Sud-Africaine Zozibini Tunzi est entrée dans l'histoire à l'âge de 26 ans en devenant l'une des 5 femmes noires couronnées lors de concours de beauté majeurs. Plus encore, elle est la première d'entre elles à porter ses cheveux naturels. Le soir de son élection, dans un discours engagé pour la cause féminine, la Miss Univers 2019 a déclaré vouloir tout faire pour encourager les jeunes filles à prendre confiance en elles. Elle a aussi exprimé le souhait de voir les normes de beauté évoluer. Depuis son sacre, la jeune femme, qui est la première sud-africaine noire à remporter l'élection, s'est fortement engagée dans la lutte pour les droits des femmes et des minorités. Mossadegh Bali, Mali. Osez. C'est l'appel qu'aime lancer l'influent homme d'affaires malien Mossadegh Bali aux jeunes Africains. Le patron de la chaîne Azalaï n'a pas manqué d'audace en 1993, pour vivre sa propre aventure entrepreneuriale, il a quitté l'entreprise familiale. 27 ans plus tard, et malgré un franc succès, il est à la tête d'un groupe hôtelier 100% africain qui compte aujourd'hui 10 luxueux établissements en Afrique de l'Ouest. Mossadegh Bali, 59 ans, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que ces établissements sont principalement implantés dans les pays francophones, il entend poursuivre son rêve africain en investissant au Nigeria, au Ghana ou encore dans des pays d'Afrique centrale, comme le Cameroun et le Rwanda. Alors que ces établissements sont principalement implantés dans les pays francophones, il entend poursuivre son rêve africain en investissant au Nigeria, au Ghana ou encore dans des pays d'Afrique centrale, comme le Cameroun et le Rwanda. Siya Kolisi, Afrique du Sud. Premier capitaine noir de l'équipe sud-africaine de rugby, Siya Kolisi a soulevé le trophée William Webb Ellis le 2 novembre 2019, à l'issue de la finale de la Coupe du Monde remportée face aux Anglais.
Élevé par sa grand-mère dans un township de Zwijd, près de Port Elizabeth, il se passionne très tôt pour le rugby. Il obtient en 2004, à l'âge de 12 ans, une bourse pour intégrer la Grey High School, où sport et études sont mis à l'honneur dans un environnement privilégié. Ses aptitudes physiques exceptionnelles et son sens du jeu lui font connaître sa première sélection avec les Springboks en juin 2013. Sa promotion en tant que capitaine, en 2018, fut un symbole fort dans un pays marqué par l'apartheid, où le rugby reste l'apanage de la minorité blanche. Aziz Akanouche, Maroc. Nombreux le voient déjà comme le prochain chef de gouvernement du royaume. Le Rassemblement national des indépendants, RNI, parti qu'il préside depuis 2016, se positionne comme le principal challenger du PJD pour les législatives de 2021 et occupe déjà plusieurs départements stratégiques au sein du gouvernement, finances, industrie, commerce, tourisme. Lui-même ministre de l'Agriculture depuis 13 ans, il a été à l'origine de l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine, lancée en amont de la COP22, organisée au Maroc. Associant 33 pays, ce programme lui offre un rayonnement continental. Héritier d'un des plus grands conglomérats du royaume, Aqua Group, et fondateur avec son épouse d'un des leaders de la distribution, Axal, il peut aussi compter sur son poids et ses relais dans le monde des affaires pour appuyer sa carrière politique. Enfin, sa proximité avec Mohamed VI, qui lui a fait l'honneur de s'inviter à sa table en famille, lui donne une aura qui transcende les milieux politico-économiques. Diamond Platnumz, Tanzanie. Au cours des 10 dernières années, le musicien primé a popularisé le bongo flava, un style typiquement tanzanien, un dérivé de musiques urbaines influencées par la musique traditionnelle tarabe de la côte est africaine. Diamond Platnumz travaille très dur et a un grand sens du spectacle. Plus de 43% des 55 millions d'habitants de Tanzanie ont accès à Internet, principalement via des smartphones mobiles. Le chanteur peut donc compter sur ses fans qui apprécient ses chansons d'amour en swahili. Au cours des 10 dernières années, YouTube a donné plus de visibilité internationale à de nombreux musiciens en Afrique, leur permettant d'accéder directement à leur public, plutôt que de dépendre des chaînes de télévision ou de radio. Wizkid, Nigeria. La pop star nigériane a été très productive ces derniers mois, des singles en pagaille, Ghetto Love, Joro, une mixtape proposée en téléchargement gratuit, Soon Man Vol, des featuring, D-Love, pour DJ Spinal, avec Tiwa Savage, etc., des concerts à l'étranger, dont son premier show à Paris, à la fin de 2019. Ces nombreuses activités n'empêchent pas le jeune homme de veiller sur la carrière d'autres artistes à travers son label Starboy Entertainment. Des contrats publicitaires juteux avec des multinationales comme Pepsi, dont il est l'ambassadeur en Afrique depuis 2012, lui ont également permis de devenir le 4e musicien le plus riche du continent, avec une fortune estimée à 20 millions de dollars. Wizkid a beau avoir été extrêmement prolifique ces derniers temps, il a plus encore comblé ses fans en sortant, le 16 juillet, jour de ses 30 ans, son 4e album. Annoncé depuis plus d'un an, Made in Lagos fait la part belle aux invités puisqu'y figurent quelques pointures, dont Burna Boy, Skepta ou encore Damian Marley. Obi Ezekwesili, Nigeria. Le 16 avril, dans une tribune publiée dans le Washington Post, Obi Ezekwesili appelle les autorités africaines à exiger des compensations financières de la Chine en raison des dégâts causés par la pandémie de coronavirus. Auparavant, l'ancienne ministre nigériane des extractions minières avait participé au lancement du mouvement Bring Back Our Girls, après que 276 lycéennes avaient été enlevées en 2014 dans la ville de Chibok par Boko Haram. 2 ans plus tard, elle participe à une discussion entre une délégation de parents des lycéennes et le nouveau chef de l'État, Muhammadu. Après des négociations entre le pouvoir nigérian et l'organisation terroriste, 21 puis 82 lycéennes sont libérées quelques mois plus tard. Obi Ezekwesili est également la cofondatrice de Transparency International, une organisation qui lutte contre la corruption étatique et institutionnelle. Après des négociations entre le pouvoir nigérian et l'organisation terroriste, 21, puis 82 lycéennes sont libérées quelques mois plus tard. Obi Ezekwesili est également la cofondatrice de Transparency International, une organisation qui lutte contre la corruption étatique et institutionnelle. Yemi Alade, Nigeria. À la recherche de son Johnny, Yemi Alade acquiert une notoriété internationale en 2013 avec ce tube qui a rencontré un immense succès, jusqu'au Royaume-Uni. Depuis, la chanteuse nigériane a sorti 3 albums, dont Women of Steel, sorti en août 2019. Dans cet opus, elle explore des sujets sociopolitiques ou évoque la pauvreté, en collaborant notamment avec Angélique Kidjo et Rick Ross. D'ailleurs,
l'artiste prône l'expansion des sonorités africaines vers les autres continents. Le monde nous écoute et nous regarde maintenant tout en essayant d'intégrer le mouvement, soulignait-elle dans une interview accordée à la BBC en janvier. Le 29 mai, la chanteuse a diffusé sur YouTube la chanson Boise, premier titre d'un album à venir dont la date de sortie n'a pas encore été communiquée. Donald Kaberuka, Rwanda. Le CV de cet économiste de 68 ans est impressionnant. Ministre des Finances et de la Planification économique du Rwanda entre 1997 et 2005, il a été l'un des artisans de la reconstruction du pays. Puis sont venues les années bad. De 2005 à 2015, il dirige la Banque africaine de développement avec une priorité en tête, en faire le principal organisme de financement du développement sur le continent. Ce que la banque deviendra effectivement, notamment en 2009, où elle accorde pour 8,8 milliards d'euros de prêts et de dons. Depuis qu'il a cédé la place à Akinwumi Adesina, Donald Kaberuka multiplie les missions et cumule les postes à responsabilité. On le retrouve représentant des intérêts du Qatar en Afrique, puis à la tête du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, où son expérience et son carnet d'adresses font merveille. Mais c'est avec la crise du Covid-19 qu'il revient vraiment sur le devant de la scène. Aux côtés de Tidjane Thiam, de Ngozi Okonjo-Iweala et de Manuel Trevor, il est l'un des 4 mousquetaires, formant la task force mise en place par l'Union africaine pour affronter la pandémie et ses conséquences économiques. Louise Mushikiwabo, Rwanda. 18 mois après son entrée en fonction à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères gère au plus près les conséquences de la pandémie qui frappe les 88 États membres de l'organisation. Le 18e sommet de l'OIF, qui devait se tenir en décembre à Tunis, et l'édition 2021 des Jeux de la francophonie ont dû être reportés à des jours meilleurs, ce qui laisse à cette proche de Paul Kagame le temps d'achever l'un de ses chantiers prioritaires, la restructuration d'une institution multilatérale aussi bureaucratique qu'éparpillée. Diminution des effectifs, chasse au gaspillage, audit sur la gestion et les budgets, la méthode rwandaise fait souffler un vent nouveau dans les couloirs de l'immeuble de l'avenue Bosquet. Très politique et pas peu fier de contribuer, de par son élection, au regain de la pratique du français dans son pays d'origine, Louise Mushikiwabo offre les services de l'OIF et ses propres talents de médiatrice là où leur expertise est requise. À savoir, Guinée, Madagascar, Niger, Cameroun, RD Congo, Togo, Centrafrique, Côte d'Ivoire, etc. Les résultats sont parfois mitigés, comme à Conakry, où elle ne s'est pas entendue avec le président Alpha Condé, mais la volonté est là, ce qui tranche avec son prédécesseur Michaël Jean. Nous avons prévu d'être partout, dit-elle, tout en regrettant que la francophonie soit une organisation sous-vendue, qui peut être même se sous-estimer. Il reste un peu plus de 2 ans à celle qui revendique son indépendance, personne ne me dicte ma conduite, pour rendre son premier bilan. Avant un éventuel second mandat. Vera Sango, Cameroun. Économiste réputé, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, des Nations Unies, Vera Sango fait partie des experts qui plaident pour un moratoire sur la dette africaine. Elle tire la sonnette d'alarme sur la crise économique qui se profile en Afrique, laquelle aura plus de conséquences, selon elle, que la crise sanitaire. Camerounaise anglophone ayant grandi à Bamenda, Vera Sango, 53 ans, a effectué la majeure partie de sa carrière à la Banque mondiale, 1998 à 2016, avant de rejoindre la CEA, en avril 2017, pour prendre la suite du Bissau-Guinéen Carlos Lopez. En parallèle, elle est membre de l'équipe de réforme institutionnelle de l'Union africaine mise en place par Paul Kagame, ainsi que du conseil d'administration de l'African Leadership Network, une organisation de premier plan réunissant chefs d'entreprise, investisseurs, leaders et artistes. Ladjli, Mali France. À 42 ans, le réalisateur franco-malien a créé l'événement en 2019 avec son premier long-métrage de fiction, Les Misérables. Grand prix du jury à Cannes, nommé au Golden Globe, le film a aussi représenté la France aux Oscars. Tourné à Clichy-Montfermeil, quartier qu'il a vu grandir, Les Misérables explore un territoire abandonné par l'État français. Le film est une parfaite immersion dans le quotidien des policiers et des jeunes de banlieue, s'inspirant d'un événement que Ladjli évoquait déjà dans un documentaire sur les violences policières en 2008. Avec Les Misérables, le réalisateur a réussi à attirer l'attention du président Emmanuel Macron en braquant ses projecteurs sur les problèmes qui gangrènent les banlieues depuis des décennies. Mostafa Terrab, Maroc. Les années passent mais son influence demeure, malgré son extrême discrétion.
À la tête du géant marocain des engrais OCP depuis 2006, Mostafa Terrab, 64 ans, formé au Massachusetts Institute of Technology et passé par la Banque mondiale, est un poids lourd de la scène économico-politique du royaume. C'est lui qui a conduit la transformation de l'Office chérifien des phosphates, qui fête ses 100 ans cette année, en un leader mondial, 4,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, présent sur les 5 continents et dans 16 pays en Afrique. Face à la pandémie de Covid-19, le groupe qu'il dirige a non seulement maintenu ses activités mais aussi ses projets, notamment en Éthiopie et au Nigeria. Pour le patron marocain, la crise confirme la pertinence du modèle OCP, qui parie sur l'agriculture et la formation comme moteur du développement et insiste sur la responsabilité sociale des groupes industriels comme vecteur de progrès. Bobi Wine, Ouganda. Principal opposant du président ougandais, Yoweri Museveni, le chanteur et député Bobi Wine, 39 ans, est devenu le porte-parole de toute une génération. Surnommé le président du ghetto, par le peuple ougandais grâce à ses tubes dénonçant les injustices sociales, le chanteur de reggae et d'afrobeat s'est engagé en politique à la suite de la réélection, en 2016, de Museveni pour un 5e mandat. De son vrai nom Robert Kyagulanyi, il a remporté en 2017 un siège de député face à un candidat du parti au pouvoir lors d'une élection partielle. Depuis, il s'oppose fermement au régime en place et incarne la voix de la jeunesse et du changement, ce qui lui vaut plusieurs arrestations et assignations à domicile. En juillet 2019, l'homme au bonnet rouge a annoncé son intention de briguer la présidence lors du scrutin de 2021. Très impliqué dans la campagne dont Go Viral contre les fausses informations, Bobi Wine a mis en ligne, le 25 mars, une nouvelle chanson, Coronavirus Alert, pour sensibiliser les Africains au danger de la pandémie. Mohamed Salah, Égypte. Avec Sadio Mané, son coéquipier chez les Rays, Mohamed Salah, qui a le même âge, 28 ans, cumule les titres. Un peu mieux payé que le Sénégalais, Salah fait partie des meilleurs joueurs mondiaux à son poste, même s'il est parfois critiqué pour ses excès d'individualisme. En dehors du terrain, il se révèle plus dépensier que Sadio Mané, mais il soutient aussi activement différentes œuvres humanitaires, notamment dans sa ville natale de Nagrig. L'Égyptien, qui se tient soigneusement à l'écart du jeu politique, il n'a jamais exprimé la moindre opinion sur le sujet, jouit d'une popularité immense dans son pays. Le régime du très autoritaire Abdel Fattah al-Sisi ne l'ignore pas et le sait. C'est une grande spécialité des chefs d'État africains, tirer profit de l'image du joueur, véritable icône nationale. Davido, Nigeria. Avec une fortune estimée par le magazine Forbes à 24 millions de dollars, David Adedeji Adeleke de son vrai nom, est devenu, devant Wizkid, le musicien le plus riche du Nigeria. Ce fils de milliardaire a su capitaliser sur sa popularité à l'étranger. Un concert à O2 Arena de Londres, une gigantesque salle de 20 000 places, un titre avec le chanteur américain Chris Brown, un autre, Risky, avec la star jamaïcaine Popcan, ont précédé la sortie, en juillet 2019, de son deuxième album studio, enregistré à Atlanta, en Géorgie, où l'artiste est né. Plus récemment, le playboy de 27 ans s'est mué en philanthrope. Il s'est engagé à reverser les profits de la vidéo de son nouveau titre, Dolce & Gabbana, à un fonds de recherche sur le coronavirus. L'artiste a été touché de près par la pandémie puisque sa fiancée, Chioma Rowland, a été testée positive et qu'il s'est lui-même confiné 14 jours à titre préventif. Trevor Noah, Afrique du Sud. Fils d'un Suisse et d'une Sud-Africaine, l'humoriste et animateur vedette est né en 1984 à Johannesburg, en plein apartheid, quand le mariage entre noirs et blancs était encore illégal. Comme il l'explique dans son autobiographie, il était donc un crime. Après le départ de son père, sa mère se remarie avec un homme alcoolique et violent. Trevor Noah exploitera cette enfance chaotique dans ses spectacles. À 25 ans, il joue son premier one-man show à Johannesburg, ce qui lui offre l'opportunité d'animer un talk show en fin de soirée, puis, en 2011, de partir s'installer à Los Angeles, où il rencontre très vite le succès. Fort de cette popularité aux États-Unis, l'humoriste fait de plus en plus entendre sa voix. Il vient d'établir un parallèle entre le mouvement Black Lives Matter et la commission Vérité et Réconciliation de l'après-apartheid, dans les années 1990. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réconciliation, mais la vérité est en train d'éclater, a-t-il déclaré. Tewol Gebre Mariam, Éthiopie. Après avoir géré, en 2019, la catastrophe du crash du Boeing 737 MAX,
Tewolde Gebremariam, directeur général d'Ethiopian Airlines, ne s'attendait peut-être pas à traverser dès l'année suivante la pire turbulence de l'histoire du secteur aérien, avions cloués au sol, frontières fermées. Si la compagnie éthiopienne estime à $1 milliard le manque à gagner causé par la crise sanitaire, celui qui fête sa 10e année à la tête de l'entreprise symbolise encore une fois la bonne résistance d'Ethiopian face aux épreuves. Le transporteur, qui a assuré 40 vols de rapatriement par semaine depuis le début de la crise sanitaire, a réussi à dégager des revenus, 120 à 150 millions de dollars par mois, lui permettant d'honorer les paiements des frais fixes, en accroissant fortement ses capacités cargo. Un tel résultat n'aurait pas été possible si Tewolde Gebremariam n'avait pas été l'artisan de la diversification des activités du géant des airs d'Addis Abeba. Sadio Mané, Sénégal. Après la Ligue des Champions, en 2019, Sadio Mané, 29 ans, vient de remporter pour la première fois le prestigieux championnat d'Angleterre avec Liverpool. Le Casamançais, considéré comme un des meilleurs attaquants du monde, est aussi l'un des plus chers. Sa valeur marchande est estimée à 140 millions d'euros, une somme que le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, qui n'ont jamais caché leur intérêt pour lui, sont capables d'aligner. Mané, qui gagne très bien sa vie en Angleterre, 9,1 millions d'euros par an, hors primes et contrats publicitaires, reste très discret sur ce sujet. Réputé pour sa simplicité, le Sénégalais n'hésite pas à mettre la main à la poche pour aider son pays, comme il l'a fait lors de la crise du Covid-19, et plus particulièrement sa région natale en finançant, à Bambali, le village où il est né, la construction d'un lycée, d'une mosquée et d'un hôpital. Moussa Faki Mahamat, Tchad. Le président de la Commission de l'Union africaine remplira-t-il pour un second mandat en février 2021? En poste depuis 2017, l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères ne s'est pas formellement déclaré candidat, mais il apparaît comme le favori logique à sa propre succession. Avec une méthode aux antipodes de celle de son prédécesseur, la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma, Moussa Faki Mahamat, plus conciliateur et pragmatique, à en croire certains diplomates, peut revendiquer plusieurs succès lors de son premier mandat. L'un d'entre eux est la signature à Kigali, en mars 2018, de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, ratifié depuis par suffisamment de pays pour entrer en vigueur. D'autres défis, comme celui de la réforme de l'Union africaine, connaissent un bilan plus mitigé. Cette ultime année de mandat a jusque-là été largement consacrée à la gestion de la réponse africaine face au coronavirus, qu'il pilote avec le président en exercice de l'UA, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Tidjane Thiam, Côte d'Ivoire, France. 2020 restera une année charnière à plus d'un titre pour Tidjane Thiam. Au cours des 6 derniers mois, le banquier franco-ivoirien de 58 ans a eu en février la surprise de devoir quitter les fonctions qu'il occupait depuis juillet 2015 à la direction générale de Crédit Suisse, puis la douleur de perdre quelques mois plus tard son fils Bilal des suites d'une longue maladie. Depuis son départ de Zurich, il est annoncé un peu partout. Il se contente pour l'instant de faire partie de la task force mise en place en avril par l'Union africaine pour collecter des fonds à l'étranger contre le Covid-19. Il a aussi rejoint, en juin, le conseil d'administration du groupe de luxe français Kering. Des fonctions certes prestigieuses, mais bien loin des capacités montrées jusqu'alors par l'as africain de la finance internationale. Pressenti en France pour entrer dans le gouvernement remanié au début de juillet, c'est en Côte d'Ivoire qu'il est aujourd'hui attendu pour jouer un rôle politique, avant ou après l'élection présidentielle d'octobre 2020. Akon, Sénégal, États-Unis. En janvier, le chanteur américain de 48 ans a levé le voile sur un rêve fou, créer une ville futuriste et écologique, Akon City, dans son pays d'origine, le Sénégal. Et même si ce projet de 6 milliards de dollars frôle quelque peu la démesure, on est tenté de suivre Akon dans sa folie des grandeurs, d'autant que le rêve tend à se concrétiser. L'entreprise américaine Que International a ainsi décroché à la mi-juin le contrat de construction d'Akon City. D'une superficie de 2000 hectares et située près de Modiène, au sud de Dakar, la ville du futur fonctionnerait entièrement à l'énergie renouvelable, serait équipée de son propre aéroport et utiliserait la crypto-monnaie Ekcoin. Et pour ceux qui pourraient encore douter des ambitions du rappeur, rappelons qu'il y a 5 ans il finançait des installations solaires dans plus d'une dizaine de pays du continent. Akon, qui a connu le succès aux États-Unis, croit plus que jamais en l'Afrique. Moulay Hafid El Alami, ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, s'est montré rassurant et pragmatique chaque fois qu'il a pris la parole, exposant solutions et opportunités. Au point de figurer parmi les membres du gouvernement qui se sont le plus illustrés durant la crise.
Moulay Hafid a très tôt compris qu'avec l'arrêt de l'activité des usines chinoises et la fermeture des frontières, le royaume devait se mobiliser pour éviter une pénurie de masques. Il a donc demandé au secteur privé d'adapter son outil industriel pour se lancer dans la fabrication d'équipements de protection. Avec une production qui a vite dépassé 10 millions d'unités par jour, le Maroc a pu se constituer un stock stratégique et exporter le surplus en Afrique et en Europe. Côté business, après avoir vendu sa compagnie d'assurance Saham en 2018 au Sud-Africain Sanlam, pour plus d'1 milliard de dollars, Moulay Hafid a créé un fonds d'investissement qui nourrit de grandes ambitions sur le continent africain et dont la gestion est confiée à son fils Moulay Mamed. Zweli-Mkhize, Afrique du Sud. Il est l'une des figures majeures du monde médical en Afrique du Sud. En tant que ministre de la Santé, le Dr Zweli-Mkhize est à 65 ans, en première ligne pour combattre l'épidémie de Covid-19. Natif de la région de Pietermaritzburg, il a suivi sa formation à l'université du KwaZulu-Natal, l'un des rares endroits où, dans les années 1970, les Noirs pouvaient étudier la médecine. En marge de son parcours dans le domaine de la santé, Zweli-Mkhize s'est engagé très tôt en politique pour lutter contre le régime de l'apartheid. En 1976, il participe au mouvement de la conscience noire, de Steve Biko, avant de rejoindre 3 ans plus tard le mouvement syndical au sein duquel Cyril Ramaphosa prend peu à peu son envol. Dans les années 1990, Zweli-Mkhize intègre l'ANC. En février 2018, il est nommé ministre de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles. 15 mois plus tard, il devient ministre de la Santé. Naguib Sawiris, Égypte. Depuis qu'il a rejoint l'entreprise familiale, en 1979, Naguib Sawiris n'a cessé de contribuer à sa croissance et à sa diversification, jusqu'à faire d'Orascom le premier employeur du secteur privé en Égypte. Le milliardaire a notamment créé les branches chemin de fer et technologies de l'information et des télécommunications du groupe. Le succès de ses activités a convaincu la direction de scinder Orascom en plusieurs entités, Orascom Télécom, Orascom Construction, Orascom Hôtel et Développement et Orascom Télécom Holding. Cette dernière a connu une croissance rapide qui lui a permis de devenir le leader des télécommunications dans la région. Naguib Sawiris est par ailleurs actionnaire majoritaire d'Euronews, la chaîne européenne implantée à Lyon. Mais l'homme d'affaires est également connu pour son audace. En plein pic de la pandémie, il a réclamé que l'économie soit relancée, sans donner l'impression de se préoccuper de la dimension sanitaire de la crise, ce qui lui a valu les critiques de ses compatriotes, qui l'accusent de ne penser qu'à ses intérêts. Burna Boy, Nigeria. Summum de la consécration musicale, Burna Boy caracole en tête du dernier classement du magazine américain Billboard consacré aux 15 meilleurs artistes d'Afrique subsaharienne. Le palmarès se fonde notamment sur les ventes digitales et le nombre de vues en ligne sur la période de juin 2019 à juin 2020. Devant ses compatriotes Davido, 3e, et Wizkid, 5e, Burna Boy et ses 435,57 millions de vues s'imposent comme le patron des stars nigérianes contemporaines. Ses prises de position et ses frasques participent aussi de sa légende. À la fin de mai, il était, encore, arrêté par la police de Lagos pour nuisance sonore. En 2019, quelques jours avant de se produire au festival de Coachella, il n'hésitait pas à interpeller les organisateurs sur les réseaux sociaux, leur reprochant de faire passer son nom au second plan, « Je suis un géant africain et je ne serai pas réduit à la petite taille de cette écriture ». Le musicien, véritable bête de scène, a tout pour lui, le génie de l'afrobeat, l'insolence de la jeunesse et la pugnacité du militant. Tony Elumelu, Nigeria. Milliardaire et philanthrope, le businessman nigérian de 57 ans s'investit depuis longtemps dans le développement économique de l'Afrique, apportant conseils et financement aux jeunes entrepreneurs du continent. Créée en 2015, la Tony Elumelu Foundation est dotée de 100 millions de dollars pour faire émerger start-up et nouvelles entreprises afin, comme le dit celui qu'on qualifie souvent d'afrocapitaliste, d'engendrer d'autres Elumelu. S'il progresse fortement dans notre classement par rapport à 2019, c'est que le milliardaire a connu une actualité riche depuis le début de l'année. Dès l'apparition des premiers cas de Covid en Afrique, il s'est mobilisé pour soutenir l'État nigérian dans sa lutte contre le virus, versant très vite 1 milliard de naira, 2,3 millions d'euros. Le Gabon a également profité de son soutien. Tony Onyemaechi Elumelu est par ailleurs intervenu, en qualité de président de la United Bank of Africa, à une table ronde réunissant en mai plusieurs chefs d'État et 2 des envoyés spéciaux de l'Union africaine sur le Covid, Tidjane Thiam et Ngozi Okonjo-Iweala. À cette occasion, il a déclaré que la pandémie était l'occasion de réinitialiser l'Afrique et de la rendre moins dépendante des pays développés.
Dans un registre plus léger, le 50e anniversaire de son épouse, Awel Vivian Elumlu, le 23 juin, a été l'un des événements mondains du début de l'été, même si le contexte sanitaire a obligé la famille à alléger le programme des festivités. Mo Ibrahim, Soudan Royaume-Uni. À 74 ans, le philanthrope anglo-soudanais, qui a fait fortune dans les télécoms, reste une voix écoutée sur le continent. Au début de la crise du Covid-19, Mo Ibrahim s'est appuyé sur le travail de sa fondation pour identifier 3 pistes permettant à l'Afrique de mieux faire face à la pandémie. Gouvernance coordonnée à l'échelle du continent, amélioration des systèmes de santé fondés sur l'expérience de l'épidémie d'Ebola de 2015 et meilleur accès des populations aux soins de base. Plus récemment, ce sont les rivalités à la tête de la Banque africaine de développement qui ont suscité ces commentaires. Dans une interview accordée en juin à la presse allemande, le milliardaire égratigne l'attitude de beaucoup de dirigeants du continent. Nous, Africains, aimons parler de souveraineté, mais lorsqu'il faut mettre la main à la poche pour financer la BAD, nous ne voulons jamais payer. Si ces jugements sont souvent sévères, Mo Ibrahim bénéficie d'une certaine crédibilité grâce au travail de sa fondation. Celle-ci décerne depuis 2007 un prix aux dirigeants africains qui se distinguent par leur bonne gouvernance. En mars, le comité chargé de la sélection a annoncé que, malheureusement, il n'avait pas pu choisir de lauréat pour l'année 2020, aucun candidat ne répondant aux critères rigoureux, qui conditionnent l'attribution du prix. Les 2/3 de nos concitoyens vivent désormais dans un pays mieux gouverné qu'il y a 10 ans, a toutefois tempéré Mo Ibrahim. Les progrès sont donc indéniables. Ngozi Okonjo-Iweala, Nigeria. Retrouvera-t-elle en 2021 une fonction à la hauteur de sa réputation? Nous ne savons pas, puisque la dame de fer nigériane avait postulé en 2020, à 66 ans, à la direction générale de l'Organisation mondiale du commerce, avec de bonnes chances d'en occuper le fauteuil avant la fin de l'année. Depuis son départ du ministère des Finances, en 2015, Ngozi Okonjo-Iweala multiplie les fonctions honorifiques, présidente du conseil d'administration de l'Alliance Gavi, créée pour favoriser l'accès à la vaccination, coprésidente de la Commission mondiale sur l'économie et le climat, membre du conseil d'administration de Twitter. Depuis avril, l'ancien numéro 2 de la Banque mondiale, 2007 à 2011, met aussi sa notoriété au service de l'Union africaine pour mobiliser l'aide internationale contre les effets de la pandémie de Covid-19. Ngozi Okonjo-Iweala a déjà remporté des parties bien plus serrées dans sa carrière, en matant par exemple la corruption dans son pays. C'est pendant qu'elle était ministre des Finances que le Nigeria est devenu, en 2014, la première économie du continent. Aliko Dangote, Nigeria. Face à l'adversité, certains s'effondrent, d'autres redoublent d'énergie. Sans surprise, le magnate nigérian, qui figure cette année encore sur le podium, fait partie de la seconde catégorie. Alors que la pandémie de coronavirus a cloué ce grand voyageur à Lagos et compliqué les opérations du navire amiral de son groupe, Dangote Ciment, ainsi que les travaux de son méga-projet de raffinerie à Lekki, Aliko Dangote s'est engagé dans la bataille contre le Covid-19. Outre un don de 3 millions de dollars, l'homme le plus riche d'Afrique, 7,7 milliards de dollars en juillet 2020, a lancé au début de mars, avec la Banque centrale du Nigeria, une coalition du secteur privé pour organiser la riposte dans son pays. Sur le plan des affaires, ce natif de Kano peut compter sur la résistance de Dangote Ciment, leader sur le marché nigérian et très combatif ailleurs. Mais, dans un contexte d'incertitude sanitaire et de crise économique, les mois à venir seront tendus pour le roi du ciment. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Éthiopie. Étonnant destin, le premier Africain à occuper le poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, affronte la première crise sanitaire mondialisée de l'histoire. Étonnant paradoxe également quand on sait que celui que l'on surnomme le docteur Tedros n'est pas médecin. C'est la biologie qu'il a étudiée au Royaume-Uni pour décrocher un doctorat en santé communautaire et un master en immunologie des maladies infectieuses. En 2017, cet ancien ministre éthiopien de la Santé et des Affaires étrangères s'est fait élire à la tête de l'une des agences les plus importantes des Nations Unies, sur un programme très clair, les gens ne doivent pas mourir parce qu'ils sont pauvres. Auparavant, son action à la tête du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme avait été saluée, tant son implication s'apparentait à une croisade. La personnalité et l'itinéraire de Tedros Adhanom Ghebreyesus, 56 ans, ne peuvent être compris qu'à la lumière d'une enfance meurtrie par la disparition dramatique de son frère. Il n'a que 7 ans, quand son cadet meurt d'une maladie virale, faute d'avoir reçu les traitements nécessaires.
Il évoquera ce drame lors de la présentation de sa candidature à l'OMS, promettant de « travailler sans relâche pour garantir une couverture sanitaire universelle et veiller à ce qu'il y ait des ripostes solides dans les situations d'urgence ». Personne n'aurait prédit que, 3 ans plus tard, le monde entier serait confronté à une telle situation et que ce père de 5 enfants serait en première ligne. À la fois loué pour sa réactivité et fustigé pour sa lenteur ou sa complaisance supposée à l'égard des autorités chinoises, sous le feu des critiques acerbes de certains, mais admiré par d'autres pour ses prises de parole. Le directeur de l'OMS ne pouvait qu'occuper la première place de notre classement des 100 personnalités africaines les plus influentes en 2021. Face à un virus méconnu, sans réel pouvoir de contrainte sur les pays membres de l'organisation qu'il dirige, l'Éthiopien restera le visage et la voix d'une humanité confrontée à une menace aussi dramatique qu'inédite.